Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur d'un livre qui va sans nul doute devenir une référence dans le monde de l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Ce livre a pour titre « Comment penser le paranormal » et il vient d'être publié aux éditions de l'Harmattan. Son auteur est mon invité ce soir, Johar Si-Ahmed. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en psychologie et psychanalyste. Vous êtes également, entre autres, secrétaire général de l'IMI, l'Institut Métapsychique International, dont on a eu le plaisir, et on aura encore le plaisir de recevoir pas mal de membres dans Les Aventuriers de l'étrange. Alors, Johar, je vais vous demander de vous livrer un exercice un peu compliqué. Là, tout de suite, en quelques mots, on y reviendra plus en détail, évidemment, durant les 2 heures d'émission, mais expliquez-nous l'objet et le but de votre livre. En quelques mots. Oui, je vous avais prévenu, c'est un exercice difficile. Donc alors l'objet de comme le titre l'indique et comme vous venez de le rappeler, donc c'est comment penser le paranormal, c'est-à-dire c'est amener certaines clés, je dis pas toutes les clés, pour comprendre un certain aspect du paranormal. Donc ça c'était la première chose. Donc de ce point de vue-là, pour atteindre ce but, donc j'ai d'abord retracé un petit peu l'historique de toutes les personnes, de tous les auteurs qui ont travaillé, qui ont écrit sur le sujet. On y reviendra d'ailleurs. On y reviendra. Et ensuite, effectivement, je suis partie de ma propre clinique, d'exemple de ma pratique psychanalytique ou psychothérapique ou de TRH. Donc un certain nombre de cas que j'ai étudiés. J'ai montré un petit peu comment ces outils-là pouvaient nous permettre d'éclairer ce qui se passait chez le sujet au moment de l'émergence de ces phénomènes, qu'on va définir peut-être tout à l'heure, et ensuite en donner une certaine intelligibilité. Bien. Voilà. Voilà donc en résumé l'objet et le but de votre livre, les buts de votre livre. On va y revenir évidemment tout au long de cette soirée. Vous l'avez compris, nous avons quelqu'un qui a toutes les capacités de vous aider à comprendre, vous qui avez peut-être vécu un phénomène paranormal qui vous a troublé, qui vous a posé question, et c'est tout à fait normal. Vous pouvez intervenir dans cette émission, je vous y invite. Alors vous avez 2 biais pour intervenir dans l'émission, soit par le standard. Morad est au standard, comme tous les samedis et dimanches soirs, il est là pour recueillir vos appels, vos commentaires, vos questions, et vous pourrez les formuler à l'antenne. Alors pour le standard, vous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir dans cette émission par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, vous envoyez votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle, vous envoyez votre question, ça arrive juste sur l'écran qui est à côté de moi, je l'ai sous les yeux, donc je serai votre porte-parole. Vous envoyez le tout donc au 71 200. Johar Si-Ahmed est mon invité jusqu'à minuit. Les Aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Johar Si-Ahmed, première question, combien de temps avez-vous mis pour rédiger ce livre qui fait à peu près, on va dire, 300 pages, grosso modo, dont je rappelle le titre, Comment penser le paranormal. Il vous a fallu combien de temps? J'avais envie de dire d'années même pour le... Oui, d'années. Oui, voilà. La rédaction, c'est pas tellement la rédaction m'a pris relativement peu de temps, mais surtout ce travail, c'est un travail d'une bonne quinzaine d'années, même un peu plus. Donc, qui m'ont effectivement amené à penser les choses, à repenser les choses, à mettre à plat. Même pour vous-même, ça a dû être très bénéfique parce que il a fallu faire le tri, évidemment. Bien sûr. Ça avait commencé d'abord par une thèse de 3e cycle, où je m'étais proposé de faire le lien entre les phénomènes paranormaux et la psychose d'abord, d'abord parce que comme beaucoup de personnes, je pensais à l'époque que les phénomènes paranormaux étaient du côté de la folie, simplement. Et puis ensuite, je me suis rendu compte, grâce à la rencontre d'un certain nombre de personnes, et puis grâce à ma propre histoire, que le paranormal faisait aussi partie intégrante de la vie de tout un chacun, et que c'était juste la façon de se manifester qui différait selon les problématiques des uns et des autres. Alors, vous commencez votre livre par un rapide tour d'horizon de la conception de l'étude des phénomènes psy par différents mouvements qui se sont succédés tout au long des années, les spirites, les parapsychologues, les psychanalystes et la vôtre, évidemment. Alors, la conception, on va faire un petit tour d'horizon rapidement également avec vous pour commencer. La conception de l'étude des phénomènes psy par les spirites, ça relève essentiellement de la foi, bien sûr.
ça relève de la foi, ça relève effectivement d'une certaine croyance, voilà, oui. que effectivement il n'y a pas enfin il n'y a pas de séparation entre le monde des vivants et le monde des morts, et qu'il est possible de communiquer avec ces disparus. Donc c'est l'attitude et l'attitude et les pratiques spirites, on parle surtout de pratiques spirites, consistent à essayer par différents moyens d'entrer en contact avec l'âme, l'esprit des défunts. Oui. Donc il n'y a pas de théorisation véritable. Non, tout à fait. Oui. Non, c'est vraiment une foi. On peut assimiler ça à une religion, avec vraiment toute une hiérarchie, une structure très bien en place, très établie, avec laquelle il travaille. Oui. Avec toute une hiérarchie des esprits, dont d'ailleurs la Bible des spirites, c'est la Bible écrite par Allan Kardec, et qui dit avoir reçu en dictée par les esprits ce livre des esprits, qui s'appelle le livre des esprits d'ailleurs. Donc effectivement, il y a toute une hiérarchie, et surtout, je crois que, d'un point de vue psychanalytique pour le coup, c'est effectivement une défense contre la mort, sa propre mort, contre la séparation. C'est une façon de nier. Si je peux communiquer avec l'âme de mes disparus, c'est que je nie la séparation, je nie la mort des autres, mais je nie la mienne aussi. Donc c'est souvent une défense contre le deuil, nécessaire pour évoluer. Oui, c'est intéressant de discuter avec un psychanalyste comme vous, puisque on a l'impression de temps en temps comme ça que vous levez le coin du voile qui permet de passer derrière le rideau, vous savez, et de découvrir un petit peu les rouages. C'est le propre des psychanalystes. Oui, justement. Même des fois, c'est embêtant quand on déjeune ou on dîne avec un psychanalyste en face, et on a toujours l'impression qu'il va passer derrière le rideau pour nous dire des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre. On essaye de pas le faire hors du cabinet. J'imagine. Alors, donc là, vous avez commencé par la conception des spirites et celle des parapsychologues. Alors, celle des parapsychologues, disons des parapsychologues modernes, depuis, disons, les années 30, consiste effectivement à essayer de prouver, puisque les parapsychologues voudraient s'inscrire et veulent s'inscrire, ce qui est tout à fait logique, dans l'orbe des scientifiques, de la science. Donc, ils voudraient trouver, par tous les moyens, de prouver et trouver, dans les laboratoires, non seulement une production, mais une reproduction de l'effet psy, de ce qu'on appelle l'effet psy, PSI, c'est-à-dire des phénomènes paranormaux. Et effectivement, ce que je soulignais, c'est qu'ils se retrouvent très souvent, malheureusement, et on verra peut-être pourquoi, en but à des micro-productions, quand ça se produit, des micro-productions ou des micro-phénomènes paranormaux par rapport aux macro-phénomènes paranormaux qu'on peut observer dans la vie quotidienne ou en thérapie ou dans d'autres contextes. Lorsqu'on reçoit des témoignages. Voilà. Lorsqu'on reçoit des témoignages ou lorsqu'on accompagne des gens dans un certain nombre d'approches ou de techniques, effectivement, les phénomènes paranormaux à ce moment-là sont beaucoup plus évidents, beaucoup plus énormes, beaucoup plus intenses que dans un laboratoire. Donc c'est la grande question. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut pouvoir démontrer les choses, il faut pouvoir les dupliquer, les reproduire pour que ça puisse être scientifique au sens de la science. Oui. Alors, la conception, vous séparez bien d'ailleurs, les deux, des psychanalystes et la vôtre. Psychanalyste, vous en êtes, mais il y a la vôtre également. Alors, la conception des psychanalystes, pour commencer. Alors, la conception des psychanalystes, disons les psychanalystes orthodoxes, ceux qui n'ont pas été naviguer dans d'autres eaux, effectivement estime que les phénomènes paranormaux n'existent pas ou existent simplement à minima et qui peuvent être interprétés dans le cadre du transfert, et qu'ils sont, ou quand ils existent, ils peuvent être extrêmement et très très vite interprétés par l'outil analytique en fonction de ce qui se passe, en fonction du désir inconscient du sujet. L'exemple parfait en est effectivement le cas des jumeaux, par exemple, racontés par Freud. Et donc, si vous voulez, les psychanalystes, quand ils se posent la question du psy, donc c'est pas, je parle bien des psychanalystes orthodoxes, essaie par tous les moyens de le réduire, et c'est peut-être ça que je déplore le plus, de le réduire à quelque chose qui finalement serait tout à fait intelligible par l'outil analytique. Voilà, qui peut être expliqué avec leur discours à eux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vers le phénomène, ils le ramènent dans leur champ de vision, quoi. Voilà, si vous voulez, c'est comme si c'était, comme s'il y avait des mini-phénomènes paranormaux, et que l'outil analytique permettait de le comprendre, et qu'à partir de là, on peut à la limite, pour certains, parler de communication d'inconscient-inconscient, par exemple,
de quelque chose qui se joue dans le cadre du transfert, hein, c'est-à-dire de tous les sentiments que le sujet, le patient va projeter sur son analyse tout au long de et qui est nécessaire au travail analytique. Mais ça s'arrête là. Hein, si vous voulez, c'est comme si on n'avait pas envie, et pour cause, hein, parce que sinon on se poserait des questions aussi sur le cadre analytique lui-même, Et oui, s'il peut être perméable de cette façon. Et oui. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Alors la vôtre maintenant. Alors la mienne, elle est partie. C'est un long cheminement. C'est que quand vous me posiez la question de savoir pendant combien de temps j'avais écrit ce livre qui partait d'une thèse, d'une première publication et d'une deuxième publication. C'est-à-dire que c'est parti d'abord d'histoires personnelles, hein, comme tout un chacun. Et on a toujours des racines conscientes et inconscientes qui expliquent chacun de nos intérêts. Et donc j'ai eu envie, donc à partir d'une histoire personnelle, à partir de contes de mon enfance, hein, de comprendre un jour les phénomènes paranormaux. Mais j'avais eu envie de les comprendre d'un point de vue un peu extérieur, moi aussi, hein, au début de ma pratique quand même et de ma démarche. Et curieusement, ce sont les patients psychotiques, c'est-à-dire les grands malades mentaux hospitalisés en hôpital psychiatrique, qui m'ont poussé à reprendre cette étude au sens où à l'élargir et à essayer de la comprendre. Je m'explique. Très vite, au moment où je commençais à proposer ce sujet de thèse, les patients ont commencé à me surprendre par les propos qu'ils me tenaient, par exemple, concernant des choses que je venais de vivre et qu'ils ne pouvaient absolument pas savoir, dont ils ne pouvaient absolument pas être au courant. Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient en Par esprit, exemple, je me souviens d'un jour où j'avais crevé, tout bêtement, ma voiture. Donc je venais de Paris pour aller en banlieue où je travaillais dans cet hôpital. Et j'arrive en retard, et bien entendu, le patient que je devais rencontrer, je l'avais bien entendu complètement oublié. J'étais très occupée à autre chose. Donc ma psyché, ma libido, toute mon énergie était préoccupée par autre chose que par le patient. Je savais que j'allais arriver en retard, mais c'était un peu secondaire. Et quand je suis arrivée, il m'agresse, m'apostrophe en me disant, mais bien entendu, les psys sont toujours très occupés à autre chose. Et puis, quand on crève, une voiture est plus importante qu'un patient. Il me raconte que je venais de crever une. D'accord. Donc c'était en fait parce qu'il y avait quelque chose, comment dirais-je, un sentiment d'abandon qui avait dû naître chez lui. Oui. Mais il avait perçu que vous aviez eu une crevaison de voiture et les ennuis qui vont avec. Voilà. Et donc, si vous voulez, les patients psychotiques n'ayant pas de ce qu'on appelle de mécanisme de défense névrotique et pour cause, donc ils ont une plus grande facilité, un peu comme si, et ça s'est observé très souvent en hôpital psychiatrique, ils pouvaient se promener dans votre psyché. Ils pouvaient se promener, ils pouvaient entendre, d'ailleurs, comme je le raconte au sujet d'un cas, ils peuvent entendre ce qui se passe dans une réunion à laquelle ils ne participent pas. Oui. Et donc ça, c'est le propre des patients. Donc à partir de là, je me suis dit, ça me revient, donc je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc j'ai proposé ce qu'on appelle un DEA, donc avant la thèse, donc j'ai proposé une articulation entre parapsychologie et psychose. Et à ce moment-là, tout un ensemble de synchronicités, de rencontres ont fait que j'ai rencontré les gens de l'Institut métapsychique de l'époque, donc on était dans les années 80, j'ai rencontré les gens des gens qui participaient donc aux travaux de l'Institut métapsychique, dont un certain Henri Marcotte, qui a véritablement orienté ma recherche au sens où il proposait des groupes d'entraînement à la télépathie à Paris. Le GET, on en reparlera également. Voilà. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, chic, voilà. Donc non seulement il y a l'articulation avec la psychose, mais il y a tout à coup là l'articulation avec des gens du tout venant, des gens comme vous et moi, qui participaient à ces groupes. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à récolter ce matériel. Et bien entendu, récolter ce matériel dans mes thérapies, c'est comme ça que, si vous voulez, il y a eu un élargissement de ce travail. Et cet intérêt pour le paranormal a attiré mon attention sur le changement d'état de conscience, à minima ou à maxima, qui se manifestait, que l'on observait lorsqu'il y avait émergence de ces phénomènes. Lorsqu'il y avait la production de ces phénomènes, il y a l'état de conscience qui est modifié, qui change. Soit en rêve, puisque le rêve était en lui-même un état de conscience modifié, soit dans la réalité quotidienne où les gens avaient un flash, j'étais comme dans un état second, j'ai eu ce flash. Et à ce moment-là, donc, je me suis intéressée à l'hypnose et j'ai ouvert ma pratique, à l'hypnose,
à la transe, et à la Ouais. transe, qui sont effectivement qui proposent des ouvertures du champ de conscience beaucoup plus élargies, beaucoup plus grandes, et avec des productions de phénomènes, incidents bien sûr, puisque ce n'est plus le centre tellement de mon approche, mais une ouverture du champ de conscience qui permet à l'émergence de ces phénomènes. Ouais. Qui toujours Oui. sont reliés à l'histoire du sujet. Oui, oui, évidemment, Voilà. c'est étroitement relié. Alors, Johar Sy Ahmed, nous allons faire une première pause. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer à avancer dans ce livre qui, je vous le dis, vous qui nous écoutez, est vraiment une référence. Enfin, à mon sens, il est publié aux éditions de l'Harmattan et son titre, c'est « Comment penser le paranormal ». Vous allez entendre tout à l'heure Johar Sy Ahmed, mon invité, nous raconter des cas sur lesquels elle a elle-même travaillé, qui sont vraiment étonnants. Et puis, comme je l'ai dit au départ, elle nous fera passer derrière le rideau pour essayer de comprendre les mécanismes, les rouages qui ont amené cette personne à vivre un phénomène paranormal et ce que ça a provoqué après chez elle. Vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Vous pouvez intervenir, vous le savez, dans cette émission qui est la vôtre. Morad est au standard, 0826 300 300, vous l'appelez, 0826 300 300. Je me permets de vous le signaler en même temps, c'est un détail qui a son importance. Ça n'est pas un numéro de téléphone surtaxé, pas du tout, donc vous pouvez y aller tranquille. 0826 300 300 ou encore par le biais du SMS. Là, c'est moi qui serai votre porte-parole directement puisque j'ai l'écran sous les yeux. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question et vous l'envoyez au 71 200. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Avec mon invité, Johar Sy Ahmed, qui est docteur en psychologie et psychanalyste elle-même. Elle est secrétaire générale de l'Institut international métapsychique. L'Institut métapsychique international, voilà, j'ai inversé deux lettres, je me disais aussi en le disant, ça allait pas. Et l'auteur d'un livre que je vous recommande, qui s'intitule « Comment penser le paranormal » aux éditions de l'Harmattan. Avec elle, nous allons passer derrière le rideau, dans les coulisses, comprendre un petit peu les rouages. Avant d'attaquer d'autres sujets, Johar Sy Ahmed, de parler notamment de la naissance et l'évolution de l'Institut métapsychique international, parce que vous en êtes le secrétaire général quand même. Donc, vous nous en direz quelques mots. On parlera également du domaine de la recherche dans différents pays, vous en avez parlé dans l'introduction de votre livre. On parlera de la recherche dans les pays de l'Est, par exemple, de quelques grands noms qui se sont penchés également. Françoise Dolto, ça je ne le savais pas, par exemple. Victor Hugo ou Freud, je le savais, mais Françoise Dolto, je l'ignorais, on en parlera tout à l'heure. Mais je voudrais que vous nous fassiez une petite parenthèse sur ce qui a été appelé le guérisseur interne, autrement dit, nous parler de Puységur. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a travaillé? Racontez-nous ça. Alors, Puységur était un élève, enfin, il avait assisté aux productions de Mesmer et à l'hypnose de Mesmer, au baquet de Mesmer, et il avait lui-même, comme c'était à l'époque, appris à hypnotiser les gens. Enfin, on n'appelait pas encore hypnose, c'est pour ça que je cherchais le mot, on n'appelait pas encore hypnose. Et donc, c'était un militaire, c'était un propriétaire terrien, qui était tout à fait assis dans le social, et il avait donc essayé de magnétiser ces gens, comme il disait, son personnel, et il avait toujours dans un souci d'aide. On disait de lui que c'était un homme plein de compassion, et c'était donc le marquis de Puységur, qui restait quand même dans les annales. Et donc il a un jour, par hasard, comme le hasard n'existant pas, mais on dit par hasard, il a donc magnétisé un de ses serviteurs qui s'appelait Victor Ras. Donc ce Victor Ras, qui était un jeune monsieur illettré, paysan, qui à l'état vigile justement n'était pas très très intelligent, n'avait pas de culture, n'avait pas été à l'école, etc. Oui. Donc, on est dans quelle période là, dites-nous? On est historiquement parlant. On est avant la Révolution. D'accord. Avant la Révolution. Avant 1789. Voilà. Et donc il hypnotise, il fait les passes magnétiques, comme on disait, il fait des passes magnétiques, comme il avait appris chez Mesmer. Et il a la surprise de voir ce Victor entrer dans un sommeil très particulier. Un sommeil bizarre, un sommeil bizarre dans la mesure où ce jeune homme gardait une certaine lucidité.
Et ce jeune homme qui était malade, qui avait une fluxion de poitrine terrible, pour laquelle le marquis de Puységur l'avait endormi, se met à parler et à raconter, à poser le diagnostic dans les termes des diagnostics de l'époque, il faut toujours dire, des diagnostics de l'époque, mais pas du tout dans les termes qu'il pouvait, lui, le paysan, utiliser à l'état vigile. Avec des mots de médecin, avec des mots de médecin de l'époque, donc oui. il parle de fluxion, etc. Et il propose le remède adéquat. Et Puységur étant un homme humble, ne cherche pas à comprendre, il va chercher les remèdes aussi bizarres qu'ils puissent être, et puis il les propose, lorsque Ras se réveille, il les propose à Ras. Oui. À partir de là, il s'est rendu compte il a eu envie de continuer dans cette voie-là, de endormir les gens. Puis il y a quelques-uns de ces personnes qu'il mettait sous somnambulisme artificiel, qui s'endormaient et qui proposaient eux aussi, donc qui proposaient des diagnostics, qui pouvaient lire, on appelle ça hétéroscopie, qui pouvaient lire dans le corps de l'autre, et qui pouvait poser le diagnostic de ce qui se passait chez l'autre et qui pouvait donner le traitement. Et ils pouvaient aussi avoir une otoscopie, c'est-à-dire lire dans leur propre corps. Oui. Alors que à l'état de veille, ils n'en étaient absolument pas capables, bien sûr. À l'état de veille, ils n'en étaient absolument pas capables. Et donc, à tel point, donc il les a promus médecins, comme on dit, il les a promus, c'était devenu les médecins, et lui, il est devenu, enfin, Puységur, tu sais qu'il était devenu l'humble serveur, l'humble serviteur de ces instances qui, dans ces états-là, dans ces états, donc on dit aujourd'hui d'état de conscience élargi, modifié, largement modifié, donc sous sommeil artificiel, dans ces états-là, ces sujets étaient capables d'avoir des capacités absolument inouïes de guérison, puisque c'était ça le but aussi à ce moment-là. Et donc, Puységur a été même obligé de magnétiser un orme, un grand arbre dans le village, de façon à ce que les gens puissent autour, qu'il puisse y avoir le maximum de personnes qui puissent bénéficier de ces soins. Et ce guérisseur interne, c'est en fait une instance qui a été posée par Puységur, qu'on retrouve aujourd'hui chez beaucoup de personnes et à laquelle je souscris tout à fait. Ce guérisseur interne, c'est une instance interne au sujet qui sait très bien, lorsqu'il est mis dans certaines conditions, ce dont il a exactement besoin pour guérir, pour évoluer. Moi, j'aime bien aussi parler d'évolueur interne, c'est-à-dire comment promouvoir la guérison, comment guérir, comment se transformer. Et donc cette instance psychique que nous avons tous en nous est parfois très très enterrée, très enfouie, très refoulée, mais que dans certaines conditions, elle peut se mettre à jour. Donc c'est une piste tout à fait passionnante et intéressante à creuser qui expliquerait, entre guillemets, là on commence à être dans le flottant de chez flottant, mais qui pourrait expliquer les guérisons miraculeuses et les choses comme ça. Bien sûr, puisque on observe parfois que des personnes peuvent guérir dans une situation de rencontre. Ils vont dire, j'ai rencontré telle personne, médecin ou pas médecin, j'ai rencontré telle approche, et j'ai guéri de quelque chose pour lequel j'étais condamnée. Donc en fait, il y a quelque chose qui se passe et qui va percuter quelque chose de fondamental chez le sujet, et s'il est prêt à guérir, quelque chose en lui peut émerger, à condition que le contexte, et c'est ce qu'a promu Puységur de façon tout à fait extraordinaire, c'est de proposer et d'accepter, de se mettre au service de ce qui a de façon tout à fait étonnante émergé chez Victor Ras puis chez d'autres, de se mettre au service de cette instance en créant le contexte qu'il fallait pour que le maximum de personnes puissent mettre à jour leur guérisseur interne et trouver par eux-mêmes ou par le biais de ces paysans promus médecins, de trouver leur voie de guérison. Et il a eu certains succès tout à fait intéressants, commentés, documentés. Oui, il a d'ailleurs ses travaux, parce que Puységur revient un petit peu à la mode, heureusement. C'est-à-dire, il y a des gens qui essaient de lui redonner un petit peu, de redorer son blason, puisqu'il a été oublié pendant très très longtemps. C'est un grand oublié aussi, le marquis de Puységur. Donc ses travaux ont été réédités, notamment chez Imago. Il y a des médecins, des psys qui travaillent à rééditer tous ces travaux. Donc il y a des cas comme Victor Ras qui a été guéri de façon tout à fait immédiate par le traitement qu'il avait proposé. Lui-même, et d'autres patients qui étaient guéris de fluxions, de maladies, de rhumatisme, etc. Et parfois c'était assez étrange parce qu'il proposait des médicaments qui étaient des herbes qu'il fallait aller chercher je ne sais où, ou des potions préparées avec des éléments un peu curieux. Mais Puységur
ne critiquait pas. C'est-à-dire, comme il dit si bien, je croyais et veuillez, disait-il. Donc en fait, il se mettait au service et il obéissait à cette instance. Ouais. Quand vous dites, vous employez un terme, quelques éléments curieux pour réaliser ces potions, de quel ordre Ça pouvait être, je sais pas, du lait d'ânesse mélangé à une herbe poussant à tel endroit. Ça pouvait être en fait des choses qui étaient pas évidentes, qui étaient des plantes, des mélanges un peu curieux, qui n'étaient pas évidents à trouver. Enfin, c'était pas évident. C'était pas simplement, je sais pas s'il y avait du bicarbonate à l'époque ou c'était pas quelque chose de courant comme ça. Ah oui, vraiment tout à fait intéressant. Tiens. C'était très très intéressant. Donc et en fait, il a guéri pas mal de gens. Et on le compare beaucoup. Enfin, on le compare et on l'oppose à son maître qui était Mesmer, qui lui Mesmer était médecin. Puis Ségur n'était pas médecin. Et Mesmer a beaucoup souffert puisque c'est lui qui a été à l'origine du magnétisme animal, qui est devenu le somnambulisme artificiel chez Puységur. Mesmer était médecin et il a beaucoup souffert du rejet par l'Académie des sciences. Il a été et l'Académie de médecine. Donc on a trouvé que peut-être ce qu'il faisait était pour un médecin un peu bizarre, c'était dangereux pour les mœurs, ce qui n'a pas été le cas de Puységur, qui était protégé, il n'était pas médecin, donc il faisait ça en dehors du cadre médical. Et il a pu donc mener, et de façon tout à fait tranquille jusqu'à la Révolution, mener son travail. Ouais. Alors, parlez-nous, puisque, je le rappelle, vous êtes secrétaire général de l'Institut Métapsychique International, l'IMI, qui est à Paris, qui est basé à Paris. Parlez-nous maintenant de la naissance et de l'évolution de l'IMI, puisque c'était une vieille maison, enfin, une honorable maison. Une très honorable maison. Donc, c'est une maison qui est née officiellement en 1919, donc l'IMI, c'est-à-dire il y avait avant quelques petites créations, un laboratoire de recherche métapsychique, mais en fait, l'IMI officiellement est né en 1919. Il est né donc plein d'années, plus de 30 ans après son équivalent anglais, qui est la SPR, Society for Psychical Research, qui était donc l'une des premières. Et l'IMI a été fondée en 1919 par un groupe de personnes qui se proposaient d'étudier scientifiquement, puisque c'était ça, ces phénomènes épars qu'on appelait à l'époque la métapsychique. Et l'un des auteurs les plus importants de l'époque était Charles Richer, qui a écrit traité de métapsychique et qui a été le premier à parler des deux grands pôles de la métapsychique, à savoir la métapsychique subjective et la métapsychique objective, que l'on retrouve aujourd'hui dans les termes de psy subjectif et psy objectif. Donc la création de l'IMI a été de ce point de vue-là. Donc il y avait un premier conseil d'administration auquel participait Camille Flammarion. Oui, il y avait des grands noms. Voilà, il y avait des grands noms. Il y a eu des grands noms qui se sont succédés d'ailleurs. Des très grands noms, donc Charles Richer, Hosty, et Charles Richer était un prix Nobel de médecine. Il a eu le prix Nobel pour sa découverte du choc anaphylactique. Et donc l'IMI a été créée de cette façon. Donc il y a eu toute une première période d'études qui a donné lieu à la production des fameux moulages de l'IMI, c'est-à-dire ces moulages obtenus paranormalement. Donc c'est peut-être un des mystères de l'époque de l'IMI, de cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y avait des médiums qui produisaient Alors il y avait des médiums à effet ectoplasmes. physique, il y avait des médiums, ce qu'on appelait des médiums à effet physique, qui produisaient des ectoplasmes et qui ont produit ces moulages, c'est-à-dire grâce à tout un procédé qui serait un peu long de décrire ici. Et donc cette première période était sous l'égide d'un médecin qui s'appelait Gustave Gelé, et qui a beaucoup donc travaillé avec ces médiums à effet physique, ce qu'on appelait les médiums à effet physique. Mais à l'époque, on travaillait avec ces médiums partout, en Italie, en Angleterre, enfin il y avait dans quand le même monde entier, tout à fait. une profusion d'études et d'accompagnement avec bien entendu, il y avait des fraudes, il y avait des non-fraudes, mais enfin il y avait une intense recherche. Puis malheureusement, Gelé meurt brutalement en 1924 d'un accident d'avion. Qui est ramené de Pologne, et il est remplacé donc par Hosty, par un autre médecin qui lui était beaucoup moins branché sur les médiums à effet physique et qui a plutôt travaillé sur la clairvoyance notamment, qui a été un de ses sujets favoris, et sur les phénomènes de communication et sur les grands voyants, on pourrait dire, ou les grands clairvoyants, comme Pascal Fortuny par exemple.
qui était un de ceux qui ont marqué l'IMI. Il a fait je ne sais combien de séances publiques. C'était l'époque où on faisait de grandes séances publiques de clairvoyance à l'IMI. C'est-à-dire il y avait le voyant, les gens étaient invités, et puis le voyant on lui donnait soit des objets, soit on avait aussi mis au point ce qu'on a appelé l'expérience de la chaise vide, c'est-à-dire qu'on faisait deviner qui allait venir, qui allait venir s'asseoir, quelle est la personne, et décrire le maximum de choses sur cette chaise-là. Et donc il y a eu toute cette période. Donc ça, les recherches ont été intenses jusqu'à la guerre. Bon, il y a eu la guerre qui est passée aussi par là. Donc il y a eu une baisse des évidemment. Voilà, puis des finances aussi. Puis il y a eu vraiment des gros problèmes financiers qui ont fait que l'IMI a été obligé dans les années 50 de quitter un énorme lieu qu'il avait avenue Miel, qui était tout un immeuble, pour revenir dans un appartement, donc parce qu'il y avait plus de sous. En fait, c'est tout un ensemble de choses. Je dis quelques mots dans mon livre. Et donc après, il y a eu les années avec Barcolier jusque dans les années 90. Et puis depuis quelques temps, depuis on va dire un peu moins d'une dizaine d'années, donc il y a une équipe dont je fais partie qui essaie de redonner à l'IMI la place qu'il avait sur le plan national, bien sûr, mais aussi sur le plan international, c'est-à-dire et aussi d'utiliser ce qui n'existait pas à l'époque, bien sûr, toutes les ressources de la technologie actuelle, ordinateurs, etc., bien sûr, pour lancer des recherches. Et il y a aussi quelque chose qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire il y a un groupement d'étudiants qui est le GIMI, qui participe activement aux recherches à l'IMI. Et nous avons d'ailleurs très souvent un de ses membres, Renaud Évrard, qui nous rejoint très régulièrement pour nous donner un coup de main en ce qui concerne l'analyse des témoignages que les auditeurs nous font l'amitié de nous confier pour leur apporter des réponses, des éléments de réponse du moins, pour un peu expliquer ce qu'ils ont vécu. Djohar Siamed, vous restez avec nous, une pause et on se retrouve dans quelques minutes parce que il y a d'autres paragraphes évidemment passionnants dans votre livre. On parlera de la recherche dans le domaine des phénomènes paranormaux dans les pays de l'Est. Vous l'évoquez également dans votre livre. Des grands noms qui se sont penchés sur les phénomènes paranormaux comme Freud, Françoise Dolto, ça je l'ignorais, je l'ai dit tout à l'heure. On parlera ensuite des cas que vous avez vous-même étudiés parce que ce sont des personnes qui sont venues vous voir, que vous avez donc rencontrées. Et ça va devenir vraiment très très intéressant. Restez avec nous. Vous le savez, vous pouvez nous envoyer des SMS ou appeler au téléphone si vous voulez apporter un commentaire, poser des questions à mon invité, Djohar Siamed. Vous appelez au 0826 300 300 en ce qui concerne le téléphone. Vous envoyez des SMS en ce qui concerne les portables. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et mon invité, Djohar Siamed, qui est docteur en psychologie et psychanalyste et secrétaire général de l'Institut Métapsychique International, l'IMI, on en parle très souvent dans Les Aventuriers de l'étrange, et l'auteur, c'est avec ce livre d'ailleurs que j'ai bâti mon émission ce soir, l'auteur d'un livre passionnant qui s'intitule « Comment penser le paranormal » aux éditions de l'Harmattan. Vous consacrez un chapitre également, Djohar Siamed, à la recherche dans le monde, évidemment, après l'histoire de l'étude des phénomènes paranormaux. Que se passe-t-il, que s'est-il passé plus exactement dans le domaine de la recherche des phénomènes paranormaux dans les pays de l'Est? Alors il y a ce que l'on sait officiellement et qui probablement existait. Bon, donc, on a beaucoup dit que Staline s'était beaucoup intéressé aux phénomènes paranormaux. Enfin, bon. En tout cas, il y a un nom qui a marqué le début dans les années 60, la recherche parapsie dans les pays de l'Est. C'était Vassiliev, Léonid Vassiliev. Qui a publié d'ailleurs un livre qui a été traduit, un de ses ouvrages a été traduit, c'est La télépathie, ou la suggestion à distance. Oui. Et il a mis en évidence, donc à l'époque, c'est le rôle capital de l'hypnose. Il ne faut pas oublier que sous l'ère communiste, ce qui était important, c'était surtout la démonstration, la possibilité de démontrer l'existence du psy par tous les moyens, notamment par l'hypnose. Donc on a eu comme ça un certain nombre de recherches qui sont très importantes, et notamment l'utilisation de l'hypnose pour et ça a donné lieu à quelques documentaires assez incroyables, pour mettre en état de conscience largement modifié des adolescents à qui l'on disait qu'ils étaient, alors certains Raphaël, d'autres Mozart, d'autres Debussy, et ces personnes étaient mises donc dans un état d'hypnose et on leur donnait comme suggestion post-hypnotique de pouvoir
de produire une œuvre. Quoi. Et il produisait une œuvre à la manière qui était tout à fait extraordinaire. Donc mais c'était quand même assez violent. C'était de l'hypnose extrêmement directive. Oui. Mais ça donnait des résultats. Des résultats très intéressants. Celui qui se prenait pour Raphaël, par exemple, produisait des toiles étonnantes. À la manière de Raphaël, à la manière de celui à qui on suggérait qu'il faisait de la musique à la manière de Chopin, produisait des musiques à la manière de Chopin. Mais bien entendu, ce sont des personnes qui, à l'état vigile, n'avaient aucune de ces capacités. Aucun talent particulier. Tout à fait. Alors après, par contre, il y avait quelque chose de très intéressant, c'est que cette mise sous hypnose, avec ces suggestions d'être Raphaël ou d'être Chopin ou d'être Debussy, eh bien, chez certains de ces jeunes gens, eh bien, il y avait ce qu'on appelait des effets rémanents. C'est-à-dire comme s'il y avait un réel apprentissage et qu'ils se retrouvaient dans la vie après à pouvoir commencer, soit dessiner ou jouer du piano, à créer des musiques, à composer et à... Alors ça, c'était des documentaires qu'on avait pu avoir il y a une quinzaine d'années et qui étaient tout à fait étonnants. Alors, ils ont été aussi, comme c'était toujours les pays de l'Est, donc ce qui les intéressait beaucoup, c'était les visions extra-rétiniennes, dont en France, Yvonne Duplessis a été l'un des plus grands chercheurs de la vision, c'est-à-dire la vision au bout des doigts. Oui, c'est ça. On l'a invité d'ailleurs dans Les Aventuriers de l'étrange. Ses travaux sont très intéressants, effectivement. Oui. Donc ces effets rémanents, donc ils ont créé ce qu'ils appelaient des réincarnations artificielles, puisque c'était pas des vrais, donc ils faisaient des réincarnations artificielles. Oui. Et puis ils ont été extrêmement intéressés par des expériences comme celle d'ailleurs que j'ai un peu raconté dans mon ouvrage, que Janet avait pu faire avec une femme qui s'appelait Léonie, et qui étaient des expériences d'hypnose à distance. Donc ils étaient très intéressés. L'hypnose était un outil majeur dans les pays de l'Est. C'était vraiment quelque chose de très important. Et plus tard, donc ce qui les a beaucoup intéressés, c'est tout ce qu'il en était des effets physiques, et notamment de ce qui s'appelle la biopéca, c'est-à-dire l'action de la psyché sur son propre corps et sur le corps des autres, ou sur tout système vivant, sur les organismes vivants. Il y a eu notamment des exemples menés sur des cultures, sur des cultures vivantes qui étaient mises dans des cultures cellulaires qui étaient mises dans des récipients, qui étaient séparés, qui étaient mis côte à côte. Et si ils introduisaient un virus mortel dans le premier bocal, il y avait des cellules qui pouvaient mourir dans le premier. Mais alors, chose extraordinaire, c'est que le bocal qui était à côté, alors qu'on n'avait pas introduit de virus, comme c'était les mêmes cellules, eh bien, elles mouraient aussi. Étonnant, ça. Donc, en fait, il y a eu comme ça des cultures. Et je crois je me souviens plus du nombre, il a pu faire ça jusqu'à 40 ou 50 bocaux successifs, qui ainsi se transmettaient, alors on ne sait pas par quel biais, mais probablement par le biais de ce que Sheldrake appelle les champs morphiques, c'est-à-dire quelque chose d'un champ immanent, qui faisait transmettre comme ça jusqu'à 40 ou 50 bocaux, alors qu'on avait mis le virus que dans le premier bocal. Et donc c'est les travaux d'un certain Kaznatchev, qui avait été invité d'ailleurs il y a une quinzaine d'années en France, qui était venu présenter ses travaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup intéressé les pays de l'Est dans les applications thérapeutiques et de développement, ce qu'on appelle aujourd'hui de développement personnel, mais donc de ces réincarnations artificielles, de ces apprentissages à distance. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est à partir dans les pays de l'Est, notamment je crois que c'est en Bulgarie, qu'est née la suggestopédie. C'est quoi ça ? La suggestopédie, c'est l'utilisation de la suggestion pour l'apprentissage des langues, par exemple. Donc, où par un certain nombre de suggestions, par rapport à un certain nombre par l'utilisation de l'hypnose, on permettait aux gens dans certains contextes, en les mettant en relaxation, d'apprendre beaucoup plus rapidement des langues. Donc il y a tout un courant de Lozanov qui s'appelle la suggestopédie. Je connais cette pratique dans le monde du théâtre. Lorsque des acteurs ont des textes énormes à apprendre, des rôles principaux, certains d'entre eux utilisent l'hypnose également pour apprendre leurs textes beaucoup plus vite. C'est vrai, donc ça vient de là. Mais qu'est-ce qui fait que la recherche donc dans ce domaine, c'est quand même beaucoup plus développé dans les pays de l'Est que en Europe occidentale, par exemple. C'était une histoire de politique, de volonté d'homme, de recherche de suprématie sur un domaine particulier. Donc je pense qu'il y a la recherche, bien entendu, de ce qui peut guérir et de ce qui peut transformer les gens, mais on dit aussi qu'il y avait beaucoup d'intérêts politiques, économiques, militaires peut-être, puisque c'était quand même, on dit qu'il y avait, je pense que c'est vrai, un intérêt très très grand de Staline
pour le sujet, hein, si vous vous rendez compte, c'est l'arme, ça aurait pu être une arme absolue, Oui. hein, que de pouvoir communiquer ou Entrer transformer dans à le cerveau de distance, quelqu'un, entrer dans le oui. cerveau de quelqu'un, ou Oui. deviner les grands, les projets économiques ou Oui, des des grands de ce informations monde. des grands de ce monde. Évidemment. Ça, évidemment, c'était, oui. Et puis aussi parce que ce sont des gens qui se sont beaucoup intéressés au magnétisme, beaucoup, qui n'ont pas abandonné le magnétisme, les pays de l'Est, du fait, probablement parce qu'ils ont été du fait du communisme et qui sont entrés dans une ère matérialiste. Et donc le magnétisme était très important dans toutes ces applications. Et je crois que c'est pour ça qu'ils sont restés très proches de ces travaux. De magnétisme, oui. Avec donc l'action du sujet, l'action des mains, l'influence des champs, hein, l'influence donc oui. sur les sujets. Oui, c'était une manière à eux de combattre la foi, les foi et les dogmes des religions. Quoi. Voilà, hein, c'était une façon de montrer qu'on pouvait très bien circonscrire ces phénomènes, les expliquer, les reproduire. Oui. Voilà. Compris. Voilà. Alors, vous citez évidemment des grands noms qui se sont penchés sur les phénomènes paranormaux. J'en ai parlé tout à l'heure. Le premier d'entre eux, c'est Freud. Oui. Il s'est donc s'est intéressé par le biais de l'hypnose, j'imagine. Donc c'était par le biais de l'hypnose, pas vraiment par le biais de l'hypnose. L'hypnose, il a assez vite abandonné pour construire l'outil analytique, mais il s'est intéressé d'abord parce qu'il était il faut pas oublier qu'il était lié à Jung, il était lié, puis c'était quelqu'un qui lisait énormément, c'est quelqu'un qui a été aussi qui était extrêmement curieux et qui était aussi correspondant ou adhérent de la société dont je parlais tout à l'heure, de la société anglaise de recherche psychique. Oui. Hein, donc il connaissait donc les travaux de Myers, qui est un grand nom anglais de la recherche PSI. Et donc c'est à partir d'un certain nombre de textes et de récits de patients. Hein, donc il a été amené à partir de récits de patients, notamment le récit sur le rêve des deux jumeaux ou d'autres récits, de dire que finalement l'occultisme, comme on l'appelait à l'époque, lui aussi se réduisait quand même à la télépathie. C'est-à-dire, il n'a parlé que de la télépatie. Il n'a pas parlé du paranormal. Il n'a parlé que de la télépathie. Et il a posé, ce que je disais tout à l'heure, que l'outil analytique permettait tout à fait de rendre compte des différents mouvements, de la dynamique inconsciente à l'origine du phénomène psy. Mm-hmm. Donc, en fait, comme il y a souvent ce qu'on appelle une complaisance doctrinale, c'est-à-dire que les patients, c'est-à-dire que souvent on s'est rendu compte que les patients avaient d'ailleurs très souvent, pour pas dire toujours, une perception inconsciente des options théoriques, même s'ils savent pas de quelle école vous êtes, quelles sont vos attentes, etc. Ils ont une perception inconsciente de vos options théoriques et ils vont vous amener un matériel conforme à ces options théoriques. C'est pour ça, par exemple, que des personnes s'intéressant au paranormal vont voir arriver dans leur cabinet des personnes qui vont leur raconter des rêves paranormaux, etc. Oui. Et qui diront, mais j'ai fait une thérapie, c'était très bien, j'ai fait une analyse de 3 ans, 4 ans, mais je n'ai jamais parlé de ça. Alors quand on leur demande pourquoi, je n'ai jamais pu parler de ça, je ne sais pas. Quelque chose en moi faisait que je ne pouvais pas en parler. Mmh. Donc, si vous voulez, comme si on allait... le sujet se met en adéquation. Avec, alors, par sympathie. Oui. Donc, ça, c'est la complaisance doctrinale. Donc, on peut penser qu'à l'époque de Freud, vu ce qu'il construisait, vu sa peur que l'occultisme, disait-il, il faut se garder de la boue de l'occultisme, il était en train de mettre sur pied l'édifice analytique. Or, le paranormal questionne le cadre. Justement, le paranormal met à mal ce cadre. Alors donc, met à mal aussi ce qu'il en est de mon dedans et de mon dehors, de ce qui est moi et de ce qui est non moi, de ce qui est l'autre et de ce qui est moi. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui pouvait effarer tout le monde. Ça peut effarer tout le monde, à commencer par Freud, qui était quand même plutôt sur le versant obsessionnel et constructeur, et il avait besoin effectivement de construire ça. Donc, ces patients, les quelques cas qu'il a rapportés, sont des cas mettant en scène des rêves ou des perceptions télépathiques qui étaient tout à fait
entendable, interprétable en termes de dynamique inconsciente. Oui, oui. Alors, je cite une phrase que vous relatez dans votre livre, une phrase de Françoise Dolto. Les bébés sont télépathes. Oui. Alors j'ignorais que Françoise Dolto avait dit ça. Alors Françoise Dolto a dit ça, mais Françoise Dolto, c'est pas comme beaucoup d'ailleurs d'analystes ouverts, un peu, ne s'est pas intéressée directement au paranormal, au phénomène. Elle en parlait dans son cabinet quand il y avait un matériel qui le nécessitait, elle pouvait le dire en face à face, mais elle n'a pas écrit à proprement parler là-dessus. Oui. Par contre, ce qui m'avait paru intéressant, c'est de reprendre certains cas, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup de ce qui se passe quand les personnes sont dans le coma. Hein. Oui. Donc elle a rapporté ce cas de cet enfant qui parti en Italie avec ses parents en voyage, un gamin de 8 ans, de 7-8 ans, et malheureusement pour lui, ses parents, ils ont un accident de voiture, les 2 parents meurent et lui entre dans le coma. En Italie, donc il est intransportable et il est hospitalisé pendant plusieurs mois dans un service italien où tout le monde parle italien. Ce gamin ne parlait que français. Donc on pensait qu'il allait mourir, c'était un coma dépassé. Et au bout de plusieurs mois, cet enfant sort du coma et à la surprise générale, il parle parfaitement italien, mais il ne parle plus français. Étonnant. Et l'italien qu'il n'avait jamais, bien entendu parler avant d'arriver en Italie. Oui. Donc, d'où la question de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en état de modification, oui. Donc de coma, d'hypnose, de rêve, et en état profond. Donc, ça remet même en question le coma, ce qu'on peut appeler le coma profond. On imagine que les personnes, on l'imagine peut-être un peu moins aujourd'hui, je pense, que les personnes n'entendent rien. Ou ne sont plus là, qu'il n'y a plus qu'un corps, ne perçoivent rien. Alors ça met complètement en contradiction, ça vient en porte-à-faux de ces croyances. Ouais. Parce que ce gamin, effectivement, avait été nourri, approché, bercé, changé par des nurses italiennes. Bien sûr, oui. Qui lui parlaient en italien et qui avaient remplacé la mère absente. Mm-hmm. Et il avait donc spontanément, donc par suggestopédie, on va dire, appris l'italien. Donc c'était quelque chose qui m'a, comme ça, ces séminaires, les séminaires de Dolto qu'elle avait transmis oralement ou par écrit, portent beaucoup d'illustrations, de cas qui montrent, qui sont toujours à la frange comme ça de ces perceptions et qui vraiment posent la question de ce qui se passe dans la psyché du sujet, de ce qui se passe dans la psyché de l'enfant, puisqu'elle était une de celles qui disait un enfant, il faut lui parler comme à un adulte. Oui, tout à fait. Celle qui a initié ça, quoi, vraiment. Voilà. Hein, et donc, dans une partie de sa psyché, dans une partie de sa vie intérieure, quelque part, il comprend, il y a quelque chose en lui qui comprend, même si intellectuellement, il ne comprend pas les mots directement. Il comprend peut-être, je dirais, moi, l'énergie. Le sens profond. Le sens énergie qui est contenu dans les mots. Ouais. On parlera d'ailleurs tout à l'heure, puisque, c'est pas ça qu'un rapport lointain avec le mot énergie, mais de votre rapprochement avec la Kabbale et l'arbre séphirotique, ce qu'on appelle l'arbre de vie. Oui. J'ai été très surpris de le trouver dans votre livre, donc on fera un petit détour par là également. Une pause, Djoharsi Ahmed, dans quelques minutes, vous nous raconterez les quelques cas que vous avez vous-même reçus, le cas de Brigitte et l'achat de sa maison avec son mari. Enfin, c'est une histoire tout à fait étonnante. Également le cas de ce petit enfant Farid, 5 ans, qui avait prédit le décès de sa maman. Et pour lui, j'imagine que ça a dû être quand même assez compliqué à vivre, et vous nous apporterez également votre analyse de ces cas-là. Djoharsi Ahmed donc est mon invité, vous le savez. Vous pouvez intervenir dans cette émission 0826 300 300, apporter vos questions, apporter vos commentaires, ils sont les bienvenus, ou par le biais des SMS. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire et vous l'envoyez au 71 200. Des aventuriers de l'étrange.
avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Johar Siamed est mon invité. Johar Siamed qui est docteur en psychologie, psychanalyste et auteur d'un livre tout à fait passionnant qui s'intitule Comment penser le paranormal, publié aux éditions de l'Harmattan. Donc Johar Siamed qui est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Un petit mot sur la couverture, Johar, si vous le permettez. Très belle couverture, cette petite lueur dans un champ de nuages, cette petite lueur de compréhension en quelque sorte. C'est une photo de Gérald Leroy de Terquem, c'est ça? Oui. D'accord, voilà. Donc c'est juste pour dire que c'est pas mal, quoi. Que c'est joli. Je dirais. Très bien, vous lui transmettrez de notre part. Alors, Johar, après comment dirais-je, cette belle histoire que Françoise Dolto a rapportée de cet enfant français, qui tombe dans un coma profond en Italie, alors qu'il ne parle pas le mot d'italien, et qui, après des mois, c'est ça, de coma, se réveille en ayant oublié sa langue maternelle et parlant parfaitement l'italien. Enfin, c'est vraiment surprenant. Parlez-nous du cas que vous relatez dans votre livre, le cas de Brigitte, et qui avait une démarche administrative urgente à faire pour conclure l'achat d'une maison. Oui, donc effectivement, j'ai cité quelques cas que j'ai pas forcément interprétés. Là, pour le coup, c'est des histoires qui me semblaient intéressantes, qui m'ont été communiquées par des gens de mon entourage. Donc effectivement, c'est un couple qui s'apprête à acheter un appartement. Donc ils ont signé la promesse de vente, ils ont engagé un crédit et l'achat était bien entendu dépendant de ce crédit. Mmh. Donc, ils devaient signer le 2 mai, donc le lendemain d'un jour de férié. Et puis, la banque les appelle la veille en leur disant qu'il y a un problème, qu'il faut une attestation supplémentaire et qu'il faut une caution supplémentaire. Donc, alors, ils sont un peu effarés et puis ils vont voir leur notaire et le notaire leur dit, oui, il faut une caution, mais vous savez, la caution, il faut hypothéquer, il faut l'hypothèque. Il faut le papier de non-hypothèque de la maison, du bien d'un des membres du couple. En fait, et là, il faut se rendre dans une administration et donc, pour avoir le papier. Et donc, ils disent comment faire. Ils disent, écoutez, je vous le dis, mais c'est pas possible que vous l'ayez puisque demain c'est le 1er mai. Et puis en plus, il faut 1 mois, voire 2 mois pour obtenir ce papier. Donc, Charles et Brigitte, surtout Brigitte, qui avait c'était elle-même qui avait vraiment très envie de cet appartement, qui était vraiment très habitée par cette idée. Donc, ils sortent de là et son compagnon, Charles, pour ne pas la blesser, sachant que c'était un voyage inutile, lui dit, écoute, j'y vais tout seul, reste là et puis va qu'à tes occupations et je reviendrai tout à l'heure. Donc, ils se séparent, elle lui prend la voiture et elle se dirige probablement vers le métro où elle va marcher et elle raconte qu'elle est tout à coup, elle fait à peine quelques mètres, qu'elle est prise d'une espèce de... Enfin, elle n'est même pas prise, c'est-à-dire que quelque chose en elle l'a fait se retourner et reparcourir en sens inverse les quelques mètres qu'elle avait parcourus pour ouvrir brusquement la voiture que son compagnon Charles commençait à démarrer. Et elle s'installe à l'intérieur, elle dit « je viens avec toi » et Charles lui dit « non, on essaye de le dire, on imagine la scène » et puis elle dit « non, je viens avec toi, je viens avec toi » et puis c'est tout. Et puis elle dit que pendant tout le reste, elle ne comprend absolument pas ce qui s'est passé parce que pendant tout le reste du voyage qui a dû durer, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure, c'était en banlieue, pendant tout le reste du voyage, elle a ruminé qu'elle avait perdu l'appartement, qu'ils y allaient pour rien, elle en voulait, enfin bon, c'était vraiment le couple risqué de ne pas survivre à cet épisode. Et donc son compagnon tente de la raisonner, de la rassurer, rien n'y fait, puis se dit, lui devait se dire, mon Dieu, j'aurais jamais dû l'embarquer parce qu'on va rien avoir. Donc ils arrivent à l'endroit, à l'hôtel des impôts, puis c'est dans un hôtel des impôts que l'on a ce papier, et ils descendent tous les deux, et ils arrivent, vous voyez, il y a une entrée avec une banque d'accueil, et le compagnon Charles se dirige vers la banque d'accueil, on commence à parler, donc qu'est-ce que vous voulez? Il se met donc à parler, voilà, on vient, et puis commence à se faire envoyer par... Et puis elle dit elle aperçoit, elle entre dans un état un peu particulier, elle se met sur le côté et elle aperçoit une tache rouge au fond, parce que c'était un open space, enfin ça ouvrait sur une pièce, sur une grande salle, et elle aperçoit une tache rouge qui semble lui faire signe. Donc elle se demande, et puis la tache rouge approche, et c'est une dame qui s'approche et qui lui dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?»
Et Brigitte reconnaît cette dame et lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» C'est une dame qu'elle n'avait pas vue depuis un nombre d'années incroyable, qu'elle avait dû rencontrer une ou deux fois, qui était l'amie d'une amie. Oui, oui, et oui. cette femme lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et à ce moment-là, Brigitte semble sortir de son état et lui dit « Je pense que c'est pour te rencontrer que je suis venue là. » Elle, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai besoin de ce papier. Donc je lui dis écoute, t'as vraiment une chance de je ne sais quoi. Donc effectivement, je vais te faire ton papier. Elle l'a fait rentrer pendant que Charles, lui, essayait de s'exprimer. d'avoir ça par les moyens normaux on va dire, oui. et rationnels. Et elle, pendant ce temps-là, elle est rentrée à l'intérieur. Elle a sorti de je ne sais quoi. Elle lui a sorti son papier d'hypothèque. Oui. Elle lui a fait une copie. Et ils sont revenus. Et le plus extraordinaire, dit-elle, c'est que lorsqu'ils sont revenus voir le notaire, donc 2 heures après à peu près, oui. en faisant juste l'aller-retour, le notaire n'a jamais voulu. Il les a regardés d'un drôle d'air en pensant qu'ils avaient dû faire je ne sais quelle malversation. Essayer de soudoyer un fonctionnaire. Pour avoir ce papier qui a donc permis que la signature se fasse, qu'ils n'aient pas perdu l'argent investi dans la promesse de vente, etc. etc. Donc c'est vrai que c'était une histoire, je pense que beaucoup de personnes ont des histoires comme ça, et l'idée je crois que je l'avais mise là-dedans parce que ça montrait 2 entrées dans des états particuliers. L'état où elle est dans la rue, où elle se retourne brusquement, comme s'il y avait on parlait du guérisseur interne tout à l'heure, mais on pourrait parler d'un informateur interne qui arrive là et qui donne une information, mais pas intellectuelle, une information affective, corporelle, physiologique, qui l'a fait se retourner. C'est évident, il faut y aller. Voilà. Elle sait pas pourquoi, mais il faut y aller. Elle sait pas pourquoi. Voilà. Elle, dans le même temps, d'ailleurs, elle fait le mouvement, elle rebrousse chemin, elle monte dans la voiture, etc. Puis après, ça se ferme. Elle rumine pendant tout le reste sa perte d'appartement, probablement qu'ils se sont disputés, etc. Puis après, de nouveau, elle arrive là-bas, il y a quelque chose qui se passe comme une entrée dans cet état de nouveau, où elle aperçoit dans une espèce d'état second, cette tache rouge, qui était en fait une femme habillée en rouge, qui était l'amie de son ami. Et là, elle comprend pourquoi elle a eu cette envie irrépressible d'accompagner son compagnon. Comme si, alors bien sûr, on peut interpréter qu'elle a perçu à l'avant, vous vous rendez compte, c'est vraiment il faudrait faire des opérations mentales extraordinaires. Ce qu'on peut dire, je me demande déjà, c'est que quelque chose en elle a perçu à l'avance la rencontre et la nécessité, parce que il y avait quelque chose de vital, d'absolument vital pour elle, et a perçu à l'avance que la nécessité d'être présente dans cette intervention, et que cette nécessité a été à l'origine de ce phénomène. Elle a eu le papier qu'elle voulait vraiment et qui était vital pour elle. Comme si elle avait perçu la rencontre, vous voyez, comme s'il y avait mais sans bien sûr la conscientiser. Non, c'était pas conscient du tout. Elle savait pas pourquoi elle y allait, quoi. Elle devait y aller, mais bon. Mais ça prend sens quand cette femme arrive de loin et qu'elle lui dit je travaille ici. Et là, elle dit voilà pourquoi je suis là. Oui, tout à fait. Et alors, racontez-nous le cas de ce petit garçon, Farid, qui avait 5 ans au moment des faits. Alors, ce petit garçon, la chance qu'a eu ce petit garçon dans sa malchance, c'est que je connaissais sa mère, donc j'ai pu être au courant de cela avant la mort de la mère. Oui. Donc, ce petit garçon ce récit que je raconte m'a été fait par la mère, donc au moment où c'est arrivé. Oui. Donc, ce petit garçon est dans une pièce, en train de jouer, la tête dans ses jouets, comme tout petit garçon de 5 ans. Il n'était pas en classe, et la mère était en train de repasser. Et le garçon, sans lever la tête de son jeu, dit cet été, au mois d'août, on ira chez Tata à la plage. La Tata en question les recevait de temps à autre dans la maison qu'elle avait au bord de la plage et au bord de la mer. Et la mère lui dit ça je sais pas, comme toute mère quoi. Elle répond naturellement. On était au mois de mars, on était au mois de mars, il faut le dire. Donc elle répond naturellement écoute je sais pas, on verra. Il lui dit mais toi tu viendras pas parce que au mois d'août tu seras morte, sans lever la tête de son jeu. La mère lui dit à ce moment-là mais enfin qu'est-ce que tu dis là, enfin c'est pas gentil, je sais pas ce qu'elle lui a dit. Puis l'enfant sans lever la tête lui dit mais écoute, il lui dit tu mourras au mois de juillet. Et quand la mère lui dit mais qu'est-ce que tu dis là, alors il répond écoute d'accord, tu mourras pas au mois de juillet, je te donne un mois de plus, tu mourras au mois d'août. Oui. C'est 5 ans, hein. 5 ans.
sans lever la tête de son jeu, malgré ce que ouais. la mère dit. Donc le lendemain, il se trouve que je l'ai venue me voir et elle me raconte ça, et puis je lui dis bon, moi je pensais pas du tout ou je ne voulais pas penser à quelque chose de prémonitoire. Donc je la rassure, comme on peut la rassurer. Je lui dis ben c'est normal, parce qu'entre-temps cette femme s'était rendu compte qu'elle était enceinte. Voilà, mais le gamin ne le savait pas à ce moment-là, et le médecin lui avait proposé de se faire avorter pour des raisons de santé. Elle n'avait pas voulu, c'était contre ses convictions, donc elle ne voulait pas se faire avorter. Mais l'enfant ne le savait pas consciemment. Elle, donc je la rassure, j'ai dit il a dû percevoir avant toi ce qui se passait, qu'il a été jaloux au moment de la naissance de son puiné, donc c'est tout à fait normal, parce qu'il avait un petit frère qui avait 3 ans. Donc bon, je la rassure, elle a l'air de me croire et les choses se passent. Et donc j'oublie cette histoire. Et au mois de juillet, j'apprends qu'elle est entrée brutalement, il y a une rupture de la poche des os, elle est entrée brutalement à l'hôpital dans une situation assez grave. Et on diagnostique une septicémie, parce qu'il y avait mort in utero, et donc on ne sait pas depuis quand il y avait mort in utero. Donc on la soigne, on pense qu'elle est tirée d'affaire. Au mois de juillet, fin juillet, on pense qu'elle est tirée d'affaire. Tout se passe bien. Et début août, elle redéclenche une septicémie. On a essayé par tous les moyens de la sauver et elle meurt mi-août, vers la fin août, mi-août. Enfin, elle meurt au mois d'août. Donc exactement selon les propos de l'enfant. Tu mourras au mois de juillet, mais non, je te donne un mois de plus. Tu mourras au mois d'août, et elle meurt au mois d'août. Donc moi, bien entendu, je n'ai pas fait de lien. Et c'est la grand-mère qui a été garder ses enfants qui un jour m'appelle en me disant mais écoute, je sais pas, tu pourrais peut-être faire quelque chose. Voilà, cet enfant Farid essaie d'étrangler son petit frère. Ça va pas bien. Il essaie de le pousser. On a l'impression qu'il a envie de le tuer, de se tuer. Et à ce moment-là, là aussi, moi, c'est comme si on m'avait réveillée de quelque chose. Et je me souviens de l'entretien avec cette femme, qui avait eu lieu donc 5 mois auparavant. Et donc, à ce moment-là, je dis, il faut absolument que je voie ce gamin. Donc, je vois cet enfant, je le vois le plus souvent possible. Et il m'a posé des questions, parce que je ne voulais pas anticiper, je ne voulais pas parler à sa place. Je voulais qu'il attende que les choses émergent de lui. Donc, pendant plusieurs fois où je l'ai rencontré, il m'a parler des questions concernant le monde et les planètes, l'univers, le fonctionnement de tout. Enfin, il y avait des moments où j'arrivais pas à répondre à toutes ces questions. Donc je répondais jusqu'au jour où il m'a dit est-ce qu'on peut tuer sa mère est-ce qu'on peut tuer sa maman? Et là je lui dis à ce moment-là, je lui dis ce dont j'avais été mise au courant par sa mère. Je lui dis j'ai appris que, et je lui explique à ce moment-là, je fais donc une session didactique où je lui apprends qu'on peut parfois deviner, notamment quand il s'agit de gens très proches, et il ne pouvait pas avoir plus proche de lui que sa maman. Et je lui explique qu'il a anticipé l'arrachement qui allait advenir des mois plus tard, et que c'est pour ça qu'il l'a dit à sa maman, mais qu'il l'a dit sur ce mode-là, parce qu'il lui en voulait à sa mère. Mais que le fait de lui en vouloir ne pouvait pas expliquer. C'était pas un effet de la pensée magique. C'est pas parce qu'il a pensé. C'est pas lui qui a tué sa mère. Voilà. Je dis, c'est que parce que tu avais un lien important à cette maman, que ce lien allait être arraché. Et donc c'est cet arrachement que tu as anticipé qui a été à l'origine de ces propos. Tu vas mourir. Parce que tu vas mourir, c'était une façon de te rattraper un peu et de dire, d'être un peu agressif à l'égard de cette maman qui allait le quitter, t'abandonner quelques mois plus tard. Donc j'ai remis en fait en ordre les événements. J'ai remis de l'ordre, comme disent les Chinois. J'ai ramené les choses dans le Tao. J'ai remis de l'ordre dans sa perception. Ce n'était pas l'effet. C'est pas parce que j'ai pensé qu'elle allait mourir que tu vas mourir que je l'ai tuée. C'est parce que j'ai perçu qu'elle allait m'abandonner et que j'allais souffrir de cet abandon, ce dont il a beaucoup souffert. Donc ça a été un effet dissolutoire sur les conduites actuelles. Bon, après, bien entendu, je l'ai envoyé en thérapie. C'était très important de lui montrer. D'ailleurs, dans beaucoup de cas, et c'est important de savoir ça, si on a une leçon à tirer de ce cas, c'est que la mort, quand on pense à quelqu'un qu'on pense à quelqu'un ou qu'on en veut à quelqu'un de mourir et qu'il meurt, c'est important de savoir que c'est pas un effet de sa pensée magique, mais que c'est
à une perception parfois de cette mort à venir, et donc de cette douleur à venir. Oui. Il avait vraiment vécu un phénomène de voyance, quoi, tout simplement. C'est un phénomène de voyance, de clairvoyance, probablement, mais le contexte, la mère ne lui a pas dit, n'a pas demandé, elle lui a simplement dit, mais enfin, qu'est-ce que tu dis là? Elle était un peu choquée. J'imagine. Alors oui. après, on peut aussi se dire que si elle a été choquée, est-ce qu'elle-même n'avait pas aussi la prescience de ce qu'elle allait devenir pour elle, plusieurs mois après, d'où le choc qu'elle a. Parce qu'elle a quand même eu un choc très important. Elle aurait pu se dire, oh, bon, c'est des propos d'enfant, il est en colère, il m'en veut. Non, elle a été quand même très choquée de cela, au point d'en parler, de le raconter, de demander conseil. Oui. Vous voyez, et il a eu effectivement une sorte de voyance, enfin de flash, de voyance, et ce qui est d'autant plus fort qu'il avait la tête dans son jeu. Il n'a pas levé la tête. Oui, tout à fait. Il ne s'est pas adressé à elle directement, il s'est adressé à elle d'une autre façon. Est-ce que, d'après vos connaissances des phénomènes paranormaux, est-ce qu'ils se produisent plus souvent dans certaines tranches d'âge que dans d'autres? Je dirais par là, est-ce que les enfants sont plus concernés que les adolescents, que les personnes d'âge plus mature, à votre avis? Je ne sais pas si je peux répondre de façon univoque à cette question, mais ce qu'on sait, c'est que les enfants, les bébés, d'abord, qui a un lien très particulier à la mère, un lien très particulier à son enfant, et qui procède de ce qu'on appelle un partage de champ psychique commun. C'est-à-dire que la mère, la psyché de la mère va penser son enfant, va deviner, L'esprit de la mère, vous voulez dire, va vraiment... la vie intérieure de la mère, l'esprit de la mère, la pensée de la mère, les affects de la mère vont deviner, mettre en mots, renvoyer à l'enfant des choses qu'elle aura elle-même prédigérées d'une certaine façon. Donc il y a une espèce de communion entre la psyché de l'enfant et la psyché de la mère. La vie intérieure, on va dire, si c'est un mot difficile, la vie intérieure de la mère et la vie intérieure de l'enfant. Il y a quelque chose qui est partagé et qui fait que certains ont dit d'ailleurs, comme Ehrenwald, un auteur américain, ont dit que cette relation originaire entre mère-enfant, c'est le berceau de la télépathie. Puisque il y a, c'est la mère qui devine, c'est la mère qui va deviner, anticiper, décoder. Décoder par exemple les pleurs de son enfant, si c'est des pleurs de rage, des pleurs de faim, des pleurs parce qu'il est mouillé, parce qu'il a envie d'être caressé, etc. Mais après, les enfants, donc effectivement, pendant un temps, vont utiliser ce langage-là. Certains adultes d'ailleurs vont aussi continuer à l'utiliser, à attendre que la maman devine. Mais ça, c'est de la télépathie. Mais il y a un moment où les codes sociaux nous obligent à parler. C'est-à-dire l'enfant, il passe de l'état d'infant, c'est-à-dire de celui qui n'a pas encore accès à la parole, à l'état d'enfant, de celui qui va avoir accès à la parole, qui est obligé d'avoir accès à la parole. Alors il ne va plus attendre qu'on devine, il va dire, nommer les choses. Donc le fait de nommer les choses va endormir cette capacité psy. Mais elle reste toujours à l'œuvre dans notre psyché, et c'est lorsque dans certains états, elle est latente, comme on dit, elle est toujours à un certain niveau de nous-mêmes, et dans certains moments, comme le cas de Brigitte, comme le cas de Farid, dans certains états de grande joie ou de grande douleur, de grande joie actuelle ou de grande joie anticipée, de grande douleur actuelle ou de grande douleur anticipée, dans certains rêves par exemple, eh bien, elle va surgir de façon préférentielle. Mais on est habitué à parler, à nommer les choses. Et d'ailleurs, quand dans ce que les groupes de télépathie qu'on a repris à l'ICLP de ce monsieur dont je parlais tout à l'heure, d'Henri Marcotte, c'est vrai qu'on apprend aux gens à se défaire de cette pensée rationnelle, le temps de l'entraînement à la télépathie, pour retrouver ce fonctionnement. Ce fonctionnement de bébé, quoi. Voilà, ce fonctionnement qu'on a nous, avec bien entendu nos capacités d'adultes. Oui, bien sûr. On peut dire des choses. Et le travail de la télépathie, entraînement à la télépathie, consiste à lever pour un temps ces barrières, ce qu'on appelle les barrières psychiques, c'est-à-dire ce qui fait que quand même, je sais qui je suis, je sais où je me situe, je sais comment je m'appelle, je sais ce que je pense à l'intérieur de moi, et je passe pas mon temps à penser que l'autre il pense ce que je suis en train de penser, sinon je suis délirante. Donc comme je sais ce qui se passe dans ma psyché à moi, eh bien pour pouvoir accéder à ce fonctionnement télépathique, il faut que je lève ces barrières psychiques, que je lève ce qui me sépare de l'autre, pour pouvoir
accéder à des matériaux venant de l'autre ou que l'autre accède à des matériaux venant de moi. Mais ça, c'est fait de façon avec un entraînement, en apprenant des techniques. Mais dans la vie quotidienne, ces levées de barrières psychiques peuvent se faire spontanément, comme je le disais tout à l'heure, Oui, dans des grandes joies. De moments particuliers. De moments particuliers. Ouais. Dans la création, puisque je parlais aussi du psy et de la création chez Victor Hugo ou chez Le Sage ou chez Desmoulins. Oui, on en parlera d'ailleurs de Fernand Desmoulins tout à l'heure, si vous le voulez bien. On parlera du Goethe également, puisque vous êtes revenu là-dessus, où vous êtes vous-même entraîné à la télépathie d'ailleurs. Hein. Oui, j'étais entraînée à la télépathie, c'est-à-dire que quand je cherchais ce fameux matériel pour ma thèse et que j'élargissais mon champ de recherche, j'ai donc rencontré cet homme qui s'appelle Henri Marcotte, qui lui-même avait travaillé avec René Varcollier, on peut dire que René Varcollier, c'est l'ancêtre des groupes d'entraînement à la télépathie, même s'il les appelait pas comme ça, c'est lui qui a fait des envois, réceptions télépathiques avec, il a fait toute une nosographie, tout un détail, toute une description de ce qui pouvait se jouer chez l'agent, c'est-à-dire celui qui envoie télépathiquement une information, et chez le percipient, celui qui reçoit l'information. L'émetteur, le récepteur. L'émetteur et le récepteur, on pourrait dire, oui, en termes de radio. Et donc Henri Marcotte, lui, avait travaillé dans la journée, il était fonctionnaire à la Bibliothèque nationale, et puis le soir, il avait instauré des groupes d'entraînement à la télépathie. Et donc c'est lui que j'ai rencontré par le biais de l'Institut Métapsychique International, et j'ai donc participé à ces groupes en tant que participante moi-même et en enregistrant les séances, en lui demandant si c'était possible d'enregistrer, d'où le matériel que j'ai pu tirer de ces séances. Et ce que j'ai apporté, moi, par rapport à Marcotte et par rapport à Varcollier, c'était aussi la possibilité de prendre en compte ce que Marcotte appelait des scories. Parce que Marcotte comme Varcollier, ils avaient le fantasme d'une radio mentale. Ils disaient, on va arriver à faire en sorte que ce que je pense et ce que j'envoie va être reçu intégralement. Tout le reste ne nous intéresse pas. Et surtout, Marcotte disait, tout le reste ne m'intéresse pas. Et moi, avec mon œil de psy et mon écoute de psy, ce qui m'a intéressé, c'était justement ce matériel-là. Parce que ce matériel que lui appelait des scories, était en fait le matériel qui permettait, avec les associations du sujet, avec l'analyse des propos, avec l'analyse de la dynamique, de retrouver le scénario et de comprendre quels étaient les effets, quelles étaient les résistances, quels étaient les mécanismes de défense qui avaient distordu l'information, comme dans le rêve. Et donc ça permettait d'avoir peut-être après d'instaurer une communication encore plus claire. Voilà. Ça, c'est intéressant. On va en parler dans quelques minutes de ce Goethe, justement. Une pause, et on se retrouve en compagnie de mon invité, Djouar Sy Ahmed, dans Les Aventuriers de l'étrange, ce soir sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de Djouar Sy Ahmed, qui est secrétaire général de l'Institut Métapsychique International, qui est également auteur d'un livre dont je me sers pour cette émission, son dernier livre, publié aux éditions L'Harmattan, dont le titre est « Comment penser le paranormal ». Vous êtes également docteur en psychologie et psychanalyste vous-même. Alors, Djouar Sy Ahmed, parlons un petit peu de ce groupe d'entraînement à la télépathie auquel vous avez participé. D'abord, donnez-nous vos impressions, je dirais, vues de l'intérieur, mais en tant que soit émettrice ou réceptrice, c'est-à-dire que vous êtes prêté au jeu, quoi. Vous êtes rentré dedans, vraiment. Oui, d'ailleurs, ces groupes, il faut rentrer dedans, comme vous dites, pour y comprendre, puisque ça fait partie des choses qu'il faut vivre de l'intérieur, comme beaucoup d'expériences, pour pouvoir essayer de les comprendre, en tout cas pour cheminer soi-même. Et donc, dans un premier temps, effectivement, j'ai fait partie de ces groupes et j'ai appris au contact de Marcotte à recevoir d'abord des messages les plus simples, puisque il y a une progression dans le choix des scénarios. Il y a une progression des scénarios les plus simples, les plus basiques, qui effectivement ne sont pas angoissants, ne transportent pas des charges d'angoisse importantes, aux scénarios les plus ouverts. Donc en fait, j'ai participé au sens où j'ai reçu moi-même et j'ai envoyé moi-même. Donc d'abord en participant en tant que binôme, c'est-à-dire qu'il y avait le groupe de Marcotte était subdivisé ou sous-divisé en binômes, c'est-à-dire il y avait donc dans chaque binôme
un agent, et un émetteur et un récepteur, un agent et un percipient. Oui. Et les groupes, et chaque agent était branché sur le percipient. Et la moitié du groupe, donc par exemple, la moitié du groupe était agent, sortait, et la moitié du groupe restait dans la pièce. Voilà pour recevoir. D'accord. Voilà. Ils étaient éloignés géographiquement ou ça se faisait dans un local C'était éloigné géographiquement, les portes étaient fermées, donc ça pouvait être dans une pièce séparée par une autre pièce, ça pouvait être dans le couloir, ça dépendait des locaux, mais en général c'était séparé. Sauf l'époque où, puisque je rapporte l'exemple de Pinocchio, l'époque où on travaillait dans un appartement d'un des participants. Oui. Donc ces GET donc fonctionnaient de la façon suivante. Donc il y avait les agents qui sortaient, qui préparaient avec Henri Marcotte. Il tenait beaucoup à ce que les premiers scénarios soient préparés, et ce que je fais moi-même soit préparé avec lui pour éviter qu'il y en ait un qui dise tiens, on va lui envoyer, je sais pas moi, un train qui déraille avec une catastrophe et un tremblement de terre, alors qu'on n'est pas encore assuré quand on arrive dans le groupe. Parce que quand on arrive dans le groupe, quel que soit d'ailleurs son cheminement, on est toujours un tout petit peu ou beaucoup, ça dépend des personnes, inquiet de ce qui va se passer. Oui. C'est l'une des raisons d'ailleurs, quand je parlais des parapsychologues tout à l'heure, c'est une des raisons qui rendent difficile, parfois, même paradoxale, la recherche en parapsychologie. Parce que on a prouver la télépathie implique, encore une fois, que l'on se pose des questions sur la porosité de ces barrières psychiques, sur la porosité de son propre appareil mental. Oui, c'est-à-dire que en participant à ce genre d'expérience, on a peur que l'autre entre dans son propre mental et y voit des choses qu'on a envie de garder secrètes, quoi, évidemment. Absolument. Et puis de se dire, mais finalement, mon Dieu, est-ce qu'il va entendre ce que je dis? Est-ce que je vais entendre ce qu'il dit? D'autant que c'est vrai que si on entendait tout le temps que pense l'autre ce serait insupportable, parce que d'ailleurs, expérience que rapportent d'ailleurs les astronautes, qui disent que quand ils reviennent sur Terre, ils ont tellement vécu un élargissement du champ de conscience qu'ils sont pendant quelque temps pollués, enfin au sens pollués par les bruits, ils ont une espèce de nuisance sonore, comme s'ils entendaient tout le temps une espèce de radio justement dans la tête. Oui. Donc, quand on arrive dans ces groupes, effectivement, on est un petit peu inquiet. Oui. Donc, en fait, d'où la nécessité de mettre au point des scénarios qui mettent en scène le corps dans sa quotidienneté. C'est-à-dire, le corps, c'est ce qu'il appelle la réception dite en situation. C'est-à-dire qu'on propose des scénarios qui mettent en scène, je sais pas, un exemple, nager, courir, faire du cheval. Et c'est ce qu'on envoie, c'est ce que l'émetteur envoie au récepteur. On dit par exemple, on va leur proposer qu'ils sont sur un cheval, qui sont tout à fait en sécurité, qui traversent une clairière, et puis après ils descendent de cheval, et puis ils rencontrent quelqu'un où on peut rajouter quelque chose du genre, ils ont leur chapeau qui tombe, vous voyez, un petit ajout. Des choses un peu légères, sans conséquences. Voilà. D'une part, et d'autre part, on évite ainsi qu'il y ait un redoublement de régression et de passivité. Parce que l'idée, c'est pour que la réception télépathique puisse se faire, il faut qu'il y ait un certain écart entre mon corps qui va être assis sur une chaise en relaxation quand je suis réceptrice, quand je suis percipient, entre ce corps qui est là relaxé, qui attend la réception, et ce corps imaginaire qu'on va m'envoyer. C'est dans cet écart, dans ce petit espace, que va se situer la perception télépathique. C'est-à-dire que je suis, puisqu'on fait au début du groupe, il y a une petite relaxation qui permet au sujet de se détendre, d'être dans l'ici et maintenant de la séance, et d'attendre la réception et de se brancher sur son agent, sur celui qui envoie, pour recevoir. Chacun connaît l'émetteur connaît son récepteur et vice versa. Il le connaît dans le groupe. Voilà, mais il sait à qui il doit envoyer. Alors c'est au début. Départ. Ça aussi, c'est quelque chose qui cadre. Après, c'est le groupe entier qui envoie au groupe des percipients. D'accord. Mais au début, on a besoin de cadrer pour toutes les angoisses dont je vous parlais, les angoisses Oui, tout à fait. Donc on cadre avec un certain nombre de choses. Après, on peut envoyer des tas de matériaux. Alors je vous raconte par exemple une histoire qui s'est passée avec Marcotte pour comprendre pourquoi c'est important
de pouvoir cadrer et donner des scénarios qui mettent en scène le corps dans des situations tout à fait sympathiques de la vie. Il est arrivé, par exemple, dans un des groupes de Marcotte, que quelqu'un soit arrivé dans le groupe pour la première fois, mais quelqu'un qui prenait beaucoup d'espace, mais vraiment beaucoup trop d'espace. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui était extrêmement... moi, j'ai déjà fait, moi, j'ai déjà travaillé. Oui, une grande gueule, quoi, vraiment. Voilà, forte personnalité, quoi, absolument. oui. Impénible, quoi. Et qui a gêné, en fait, le groupe qui était lui-même déjà constitué depuis plusieurs séances, le groupe fonctionnait. Et donc, Marcotte est sorti avec le groupe, mais c'était un groupe qui fonctionnait depuis un moment déjà. Donc, en fait, il pouvait envoyer des réceptions un peu plus élaborées, des scénarios un peu plus élaborés. Oui. Donc, ce monsieur reste parmi les percipients pour recevoir. Les percipients, c'est-à-dire... les récepteurs. Les récepteurs, voilà. Et le groupe avec Marcotte sort pour préparer un scénario. Et quelqu'un dit, comme c'est un groupe avancé, on va leur envoyer un voyage en ascenseur. Ils sont dans l'ascenseur. Ils doivent monter à X étages, mais au milieu, l'ascenseur se met en panne et puis ils doivent trouver un système pour sortir de là. D'accord. Bon. Donc ils reviennent dans la pièce et qu'est-ce qu'ils voient? Ce monsieur qui était au bord de l'apoplexie, qui tirait sur sa cravate. Et alors à ce moment-là, la seule chose qu'on fait, on dit stop, hein, on raconte tout de suite ce que c'est. On arrête tout, oui. Et en fait, ce monsieur avait une phobie de l'ascenseur depuis longtemps. Et il l'avait senti. C'est-à-dire que je pense que c'est l'agressivité du groupe qu'il avait senti. Ah oui, hein aussi. Aussi, oui. C'est-à-dire que c'était agression contre agression. D'où la nécessité, moi je ne devais pas participer à ce groupe, hein, c'était Marcotte qui m'avait raconté ça, d'où la nécessité absolue de faire, vraiment au début, de faire très attention qu'il n'y ait pas ce genre de possibilité, parce que le groupe est là pour recevoir, donc il y a une attente aussi de ça. Oui. Donc après, il y a tout un ensemble de techniques auxquelles que j'ai apprises de Marcotte, que j'ai qu'on a reprises ici à l'ICLP, que j'ai un peu améliorées, mais la majeure partie d'entre elles sont telles qu'il les avait mises au point, de façon tout à fait empirique, de recevoir. Et dans un second temps, on peut recevoir de façon, une fois que le groupe est constitué, une fois que les gens sont assurés que leurs barrières psychiques peuvent se lever, se refermer comme les barrières de douane, enfin. Oui. Les réseaux quand il faut. Puis à ce moment-là, les perceptions sont de plus en plus importantes et les sujets peuvent, de façon tout à fait tranquille, recevoir en sachant que c'est quelque chose de réversible. Oui. Mais dites-moi, vous-même, quand vous avez été réceptrice, non pas émettrice, mais réceptrice, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que ça, c'est intéressant quand même. Bien, quand j'ai été réceptrice, que j'ai ressenti, comme on en voit aussi, on ressent des choses. Quand j'ai été réceptrice, j'ai d'abord au début été très attentive à cette perception d'un corps en mouvement pendant que j'étais immobile, relaxée sur ma chaise. Donc c'était un affinement de sa perception, c'est-à-dire c'était vraiment prendre conscience de l'espace de son corps qui dans lequel on perçoit une envie de mouvement, ou alors une contraction, une envie de bouger. Donc ça, c'était la première chose, c'est de prendre conscience qu'il y avait une possibilité que mon corps, c'est comme si on me suggérait verbalement que mon corps était en train de bouger, de courir ou de tomber d'un autobus, oui, etc. Oui. Donc d'ailleurs Marcotte disait que le corps, c'est l'antenne de la réception. Ce que l'on voit d'ailleurs après dans les groupes de trans, où on voit très bien que c'est bien parce que le corps c'est le corps qui est notre antenne, c'est le corps qui permet de vivre les expériences. Sinon on ne serait pas là pour les raconter. Oui. Donc le corps est au centre. Puis ensuite, ce qui est intéressant et qui m'avait frappé, c'était la façon particulière que j'avais, en fonction de ma propre histoire, de percevoir des choses ou d'être aveugle à d'autres choses. Par exemple, je me souviens d'un envoi qui était... donc on était assez avancé, on pouvait envoyer des scénarios un peu plus complexes, et c'était... on nous avait mis mentalement sur une patinoire, on devait pas faire du patin à glace, ça devait être très très beau, et puis brutalement, parce que c'est pas toujours très gentil, brutalement la glace cède. D'accord. Et donc on devait, et l'idée des agents, des émetteurs, c'était qu'on devait se débrouiller, trouver quelque chose, une fin. Eh bien, par exemple, moi je me souviens que dans ce genre de choses,
je disais, je ne veux pas aller plus loin, je m'arrête. Donc j'avais perçu que j'étais sur de la glace, que je tournais, que Vous etc. l'aviez perçu, ça? J'avais perçu ça, et je suis pas la seule, beaucoup de Oui, gens dans le groupe. oui. Mais j'avais dit, je ne veux pas voir la fin, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que j'avais pas envie de me casser la figure telle qu'il l'avait proposée dans le groupe. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé, c'est la capacité des gens de s'aménager en fonction de leur histoire. D'autres, par exemple, comme l'exemple de Pernette que j'ai donné en fin d'ouvrage, elle avait pour se prémunir des angoisses de morcellement ou des angoisses de différentes angoisses qui pouvaient exister dans le scénario ou qui étaient réveillées par le scénario en elle, elle se mettait dans l'objet. Elle devenait l'objet, elle devenait le miroir cassé, elle devenait l'araignée qui pouvait faire peur, la glace qui casse. La glace qui casse, vous voyez, elle devenait l'objet, ce qui fait qu'elle se protégeait. Donc du coup, elle percevait très bien, mais elle se mettait dans l'objet cassé ou l'objet violent. D'autres, par exemple, je me souviens aussi de personnes qui pouvaient ramener à la surface un souvenir oublié, un souvenir dramatique de leur histoire oublié, parce que le scénario, qui était tout à fait un scénario sympa, qui n'était pas violent, était venu réveiller un épisode grave de leur histoire. Et oui. Par exemple, la mort de quelqu'un. Oui. Donc, c'est quelque chose qui, un scénario envoyé est un élément ou des éléments qui contiennent en eux tout un ensemble de propositions, de contre-propositions, d'affects, d'idées, d'associations chez les agents, chez les émetteurs, qu'il est important aussi de connaître, d'enregistrer. Et ensuite, ils vont être aussi colorés, traduits, tordus, distordus par la psyché et tous les niveaux de l'être. De celui qui le reçoit. Et oui, ça passe par son propre filtre, évidemment. Voilà. Ouais. Et c'est comme ça c'est comme ça qu'il y a l'histoire que j'aime beaucoup de la place Vendôme. Racontez-la nous. La place du Revenant. Voilà, la place du Revenant, je trouvais. Racontez-nous ça. Je sais pas si je vais pouvoir raconter avec l'accent, mais c'est une histoire. Donc, il faut prendre l'accent alsacien un peu. Je sais pas si je vais prendre. Mais c'est l'histoire, c'est que, en fait, c'est pour montrer toute la dynamique, l'importance de la dynamique. C'est pour ça que c'est difficile quand on propose de reproduire in extenso une expérience. C'est toujours difficile parce que la psyché, il n'y a rien de plus mouvant que la psyché humaine. Donc dans cet exemple, c'est-à-dire que c'est l'exemple d'un soir où on était en panne de scénario. Bon, c'était la fin de l'année. Puis il n'y avait que 2 participants, je crois, dans ce groupe. Et on propose, les deux animateurs disent, dont moi, on dit, on a été au plus facile. On dit, on va leur envoyer minuit dans un cimetière. Il y a un fantôme qui sort de la tombe. Enfin, je crois, et puis, en tout cas, minuit dans un cimetière, et on les laisse se débrouiller avec ça. Donc, on envoie ça, et on revient dans la salle, et puis il y en a un qui propose... je vais quand même dire comment ça se passe. Quand on revient dans la salle, donc, on se tait, les gens reçoivent, dessinent leur réception, écrivent leur réception, et puis ensuite, on donne la parole, et on enregistre ça. Et ensuite... On associe, on essaie de comprendre ensemble ce qui s'est passé. Donc on attend, puis il y en a un qui a reçu plutôt les angoisses, qui s'est vraiment tenu à distance du scénario, il n'en voulait pas, et l'autre raconte une histoire, il dit voilà, j'étais à midi, place Beaubourg, et puis il raconte une histoire qui n'a apparemment rien à voir avec le scénario envoyé. C'est-à-dire que c'était vraiment... Le cimetière, le fantôme, etc. Enfin bon. Rien du tout. Alors on s'est dit oui, il a inversé... la nuit en minuit en midi, donc il s'est aménagé contre l'angoisse. Il a fait un peu comme faisait Hitchcock, d'ailleurs j'ai relié un peu à Hitchcock, et puis voilà. Et puis on dit, quand on a terminé toutes les associations, quand on a vraiment enregistré les choses, on dit voilà ce qu'on vous a envoyé. Donc on raconte ou on mime ce qu'on a envoyé. Donc on raconte cette histoire. Et ce percipient, il s'appelait Georges, éclate de rire, mais d'un rire incroyable, en disant mais écoutez, je comprends, oui. Et il dit voilà, il est de Strasbourg, et il dit voilà, on raconte une histoire très intéressante. C'est un Alsacien qui débarque à Paris, et cet Alsacien débarquant à Paris prend un taxi, et il dit, il donne l'adresse au chauffeur de taxi, il dit j'aimerais aller à la place du Revenant.
Voilà. Ah, alors à la place du revenant. Hein, bon. Voilà. Et donc le chauffeur lui dit mais il n'y a pas de place du revenant. Et l'Alsacien lui dit mais si, Alors, je peux vous le faire si vous voulez. Hein. Voilà, oui. Mais je suis écharpevenu à Paris et je sais où est la place du revenant. Je fais Fouquidé, répond l'Alsacien donc. Très Et bien. il guide le chauffeur. Il lui dit voilà, il faut aller là. Et il dit nous 6 fois là. L'Alsacien est content. Et le chauffeur de taxi dit mais c'est la place Vendôme. Ah, monsieur, répond l'Alsacien. La place du revenant ou la place fantôme, c'est la même chose. Bravo. J'aurais pas pu. Eh ben, il a ri exactement comme vous venez de rire, vous voyez. Il a ri et il nous a fait rire. Et donc, J'imagine. Oui. et donc le fantôme Vendôme, Oui. est passé à travers le filtre de cet homme. Son filtre à lui, alsacien. Son filtre à lui, alsacien, avec la l'accent. cathédrale. Après, on a associé sur la cathédrale qui sonne les coups, etc., du matin jusqu'au soir, et les anges de la mort. Et donc, voilà comment de la richesse de la perception et de la réception télépathique. Ouais. Et psychokinèse aussi. Extraordinaire. C'est une très belle histoire que j'aime beaucoup. Oui. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Bon, Johar Siamed, une petite pause. On va se retrouver dans quelques instants. Cette fois-ci, j'aimerais que on aille sur le terrain des cas de poltergeist. Notamment un que vous avez rapporté, la famille Lemerle, ça vous dit quelque chose évidemment. Ou les gémissements des murs, c'est comme ça que vous avez intitulé ce cas que vous relatez dans votre livre. Vous allez nous en parler de ce cas de poltergeist. Si vous voulez intervenir à l'antenne, vous le savez, vous qui nous écoutez, avec ou sans accent, comme vous préférez, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou encore par SMS. Vous savez que vous êtes les bienvenus, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez ensuite votre commentaire, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de Johar Siamed, qui est l'auteur d'un livre passionnant qui s'intitule « Comment penser le paranormal » aux éditions de l'Harmattan. Pour en revenir à cette histoire avec l'accent alsacien, comme quoi il y a des choses tout à fait drôles quand même. Dans les phénomènes paranormaux, ça arrive quand même. Oui, puis dans les groupes de télépathie, il y a des choses très drôles, toujours très drôles et très bénéfiques, dans la mesure où c'est aussi, par ce biais ludique, des changements étonnants chez les personnes, des changements notamment dans leur mode d'être au monde, dans leur perception d'un certain nombre de choses, dans une capacité à percevoir des choses qu'ils n'arrivaient pas à percevoir. Oui. Donc c'est vraiment tout à fait étonnant. Alors, oui. Johar Siamed, vous citez un cas de poltergeist. Que vous avez investigué vous-même. Oui. Que vous avez intitulé La famille Lemerle ou le gémissement des murs. Racontez-nous ça. Alors, avant de le raconter, donc je précise que d'abord c'est des cas extrêmement complexes puisque ça demande l'intervention de beaucoup de personnes. Donc c'est donc une époque où je me déplaçais beaucoup en Normandie pour rencontrer des familles, dont cette famille. Mm-hmm. Et donc, en général, c'est des familles chez lesquelles surgissent, à un moment donné de leur histoire, des bruits ou d'autres types de manifestations bizarres qui leur posent problème dans la mesure où ça les inquiète, ça les fait appeler un certain nombre de personnes, des curés, des rabbins, des talebs, des exorcistes poil, etc. Et des journalistes en général aussi. Oui. Et donc ils sont comme ça, ils appellent un certain nombre de choses, de personnes qui peuvent faire des choses ou pas faire des choses, qui peuvent amener des changements ou pas des changements. Et parfois il n'y a pas de changement qui arrive et donc ils en arrivent à recevoir des parapsychologues, dont un ami à l'époque travaillait de cette façon. Et lorsque les parapsychologues voient que c'est un problème d'ordre psy, même si la genèse du bruit n'a pas pu être trouvée, c'est-à-dire que on pense que c'est quelque chose de paranormal, d'un gémissement par exemple dans les murs, pour reprendre cette famille, et bien à ce moment-là, on appelle des gens des psy PSY qui s'intéressent aux psy PSI. Voilà. Donc là, c'est là où vous intervenez. C'est là où j'intervenais, où j'interviens. Donc, c'est-à-dire quand les personnes proposent quelque chose, quand quelqu'un m'appelle pour me dire voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je propose une intervention en général sur le lieu,
parce que le lieu, le contexte, on sait aujourd'hui d'ailleurs aussi que l'agencement, l'espace de la maison était quelque chose de capital, hein, la façon dont les choses sont agencées, dont les chambres, les enfants, la chambre des parents, etc. L'ordonnancement des choses, autour de quel espace les choses sont ordonnancées. Eh bien, donc, je me déplace pour voir un petit peu de quoi il retourne. Avec l'attitude suivante et les options suivantes, je ne cherche plus à ce moment-là, moi, à savoir l'origine matérielle des bruits, puisque c'était des bruits. J'ai surtout vu des bruits, dans les personnes que j'ai vues, surtout des bruits, des dérangements de nuit, enfin des bruits multiples. Donc je ne cherche pas à connaître, puisque j'estime que des tas de gens sont passés avant moi. Ça a été fait, donc voilà. Les hypothèses matérielles ont été écartées. Voilà, ont été écartées en tout cas dans toute la mesure du possible. Oui, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la genèse psychologique de cela. Et donc quand je débarquais dans une famille de ce type, hein, puisque disons une catégorie de famille, donc je me propose de voir toute la famille et de les laisser parler, donc de faire une espèce de thérapie de plusieurs heures, hein, de thérapie un petit peu intensive, où la famille peut parler, peut s'exprimer autour de ces phénomènes qui les dérangent. Donc, parce que on apprend mille et une choses, c'est-à-dire que ce phénomène a été entendu à la première fois par celui-ci ou celui-là de la famille. Le phénomène a essayé d'être expliqué par le père ou par la mère. Et donc j'essaie de les laisser parler de façon à ce que les gens puissent peu à peu comment dirais-je, eux-mêmes parler, penser ce qui leur est arrivé et qui était jusqu'à présent de l'ordre de l'impensable ou de l'ordre de quelque chose d'extérieur qui leur arrive. Hein, quelque chose qui leur est tombé dessus, dans lequel ils n'ont absolument rien à voir. Or moi, ma position, c'est que tout phénomène, qu'il soit psychologique, paranormal ou autre, à partir du moment où il m'arrive, il est important de chercher qu'est-ce qui en moi est aussi à l'origine de ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui en moi participe de ce qui m'arrive. Il n'y a pas d'étrangéité complète des choses. C'est pas des choses qui me tombent dessus. Donc il y a quelque chose qui fait une espèce de résonance entre ce qui arrive, ce qui est manifesté et ce qui m'arrive. Donc c'est comme ça que je débarque dans cette famille, que je les laisse parler et donc que je mets à jour un certain nombre de choses avec eux, notamment la place de ces bruits. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que de la même façon que je disais que ces choses résonnent en nous, qu'est-ce qui en moi est aussi à l'origine de ce qui m'arrive, c'est de voir que ce qui est présenté dans la famille comme quelque chose de diabolique, ou d'abominable, ou d'effarant, d'empêcheur de vivre, d'empêcheur de dormir, hein, qui participe, qui existe aussi, est en fait quelque chose d'un appel absolument capital qui permet à cette famille de ne pas imploser, à ces familles de ne pas imploser. Alors, ne me dites pas comment et pourquoi c'est cette voie-là qui est choisie par... C'est une des voies d'expression de conflit que l'on voit parfois et qui permet à la famille qui était sur le point d'imploser d'amener de l'air, d'amener de l'intérêt extérieur et de pouvoir enfin parler les choses. Donc, dans le cas de cette famille, ce qui a été mis à jour, c'est que ces bruits étaient contemporains d'un conflit qui se faisait de plus en plus intense, de plus en plus un peu comme une espèce d'hydre qui était en train d'envahir la famille, et qui était que tout était en train d'éclater, la mère était dépressive, le père avait investi toute son énergie, tout son argent dans la construction d'une maison qui avait isolé cette famille, enfin une souffrance à tous les niveaux, avec deux enfants qui souffraient eux-mêmes, dont le préadolescent qui était lui au centre, puisqu'on dit souvent on pense que c'est souvent un adolescent, mais l'adolescent n'est pas seul en cause. L'adolescent est en mutation, hein, il est tout est en train de changer, il est en train de muer, il y a des processus physiologiques qui changent. Donc en fait, c'est une espèce de réceptacle extraordinairement sensible aux choses qui vont se passer, et il va catalyser un catalyseur. D'accord. Voilà. Et donc, mais tout le monde participe de ça, hein, comme je l'ai montré. Le père, la mère, les deux enfants, évidemment. Voilà, évidemment. Donc, si vous voulez, autour de ce phénomène dit paranormal, ce qui est en fait amené,
c'est toute la souffrance de la famille, tout ce qui n'a pas pu être dit. Et ça, on entre dans le cadre de la thérapie dite classique. Sauf qu'on l'a fait à partir de quelque chose d'absolument pas classique. Oui. Mais les bruits avaient vraiment lieu. Les bruits avaient lieu. Les phénomènes se produisaient. Oui, comme je le dis et je l'ai redit, c'est qu'il m'est arrivé moi-même d'entendre, pendant que la famille parlait, d'entendre ces bruits. Mais ce que ma place à moi, elle est un peu particulière dans la mesure où j'ai presque envie de dire que je n'ai rien à faire de la réalité, de l'origine réelle et matérielle des bruits. Parce que pour moi, c'est comme tout matériel. Quand un patient arrive et vous raconte quelque chose, on ne va pas faire une enquête. C'est-à-dire sa réalité intérieure est aussi importante qu'une réalité pour laquelle j'irai faire une enquête. Oui. Donc, dans ces cas-là, les bruits ont été de toute façon enregistrés, recherchés, explorés, et pour en arriver à dire, bon, il y a quelque chose dans cette famille qui produit ces bruits. D'accord. Et donc, la chose, enfin, vous en êtes arrivé à la conclusion que c'était ce jeune homme qui, sentant que sa famille était sur le point d'exploser, avait de manière inconsciente trouvé ce biais de provoquer, alors de manière inconsciente et par des phénomènes paranormaux, des bruits dans la maison, des choses qui se passaient dans la maison de tout à fait étranges. Voilà. Et qu'il y avait, en fait, avec bien entendu l'inconscient familial aussi qui participait de cela. Et c'était une façon aussi de ramener. Souvent, il y a un couple qui se déstructure donc de façon grave, c'est-à-dire un père qui avait investi toute sa libido, toute son énergie matérielle et psychique dans autre chose. Il était absent au sens où il était évanoui, il était exclu de cette maison. Mais en plus, par son attitude, il y avait une espèce de vampirisation de l'énergie familiale. Donc effectivement, la psyché de cet enfant a été à l'origine, a catalysé ces choses pour les projeter sur les murs, pour le projeter pour que ça fasse du bruit, que ça mobilise. Au sens physique du terme. Au sens physique, là, c'est physique, c'est des bruits physiques. Et de façon à ce que ça mobilise l'énergie, que ça mobilise l'intérêt du père, l'intérêt de la mère, et que des choses puissent se dire, que des choses puissent se faire, et que puissent se réveiller. Ouais. Et alors, vous leur avez dit tout ça ? Oui. Et alors ? Les bruits ont cessé pour la période dans laquelle je les ai vus, enfin pour plusieurs, 3 années après. Je leur ai dit tout ça dans la mesure où c'est comme comment dirais-je, ce qu'on observe dans ces cas-là, c'est comme quand une interprétation porte, c'est-à-dire quelque chose chez ces personnes qui montre que ce qu'ils viennent de dire, ce qui leur a été dit est juste. Et donc à ce moment-là, il y a une espèce de soulagement absolument incroyable dans la famille, de soulagement sur le visage de l'enfant qui tout à coup n'avait plus cette responsabilité épouvantable de la. Oui. Il y avait des espèces de, vous savez comment en thérapie, c'est-à-dire ce qui se passe là. On enlève un poids, quoi. Des réaménagements, même si les bruits peuvent revenir, parce que ça peut revenir des années après. Cette famille d'ailleurs avait connu déjà des choses d'une dizaine d'années avant. Ah oui, il y a à des moments clés de leur histoire. C'est comme comment dirais-je, comme s'il y avait déjà une façon particulière de réagir, en projetant de cette façon. Donc en fait, ce serait intéressant effectivement d'explorer davantage ça. Pourquoi y a-t-il cette façon particulière de réagir, de projeter sa souffrance sur les murs ou sur l'extérieur, puisque cette projection de l'énergie psychique, on peut la retrouver aussi dans les phénomènes de guérison. Alors c'est une autre façon de projeter son énergie dans les guérisons dites psychiques ou dans l'application magnétique des mains ou de guérison. Donc c'est une même énergie qui se projette à l'extérieur, dans ce qu'on appelle la biopéca. Est-ce que, à votre avis, la plupart des cas de poltergeist ont cette origine ? Ce type d'origine, je dirais. Quelle origine ? C'est de quelqu'un qui catalyse quelque chose, un problème qu'il a, et c'est sa seule manière à lui de l'extérioriser, c'est-à-dire de manière inconsciente, il provoque ce genre de phénomène, sans le savoir évidemment. C'est-à-dire que c'est ce qui définit, pour moi, l'APK, voilà, dans ces cas-là, c'est ce qui définit, et c'est ce qui définit aussi pour des auteurs comme Bender, comme Hans Bender, qui était un parapsychologue allemand, qui a aussi mis à jour, effectivement, qui a d'ailleurs publié des cas, dont un cas célèbre, c'est
le cas de Rosenheim. Oui, on en a souvent parlé Voilà. chez ce notaire, évidemment. Oui, voilà. oui, oui. Donc qui aussi, c'était une adolescente, enfin une grande adolescente, Oui, puisqu'elle avait autour oui, de oui. 20 ans, mais qui avait aussi une souffrance qu'elle projetait de cette façon et qui a Oui. d'ailleurs amené les gens à s'intéresser. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, bien entendu, on pourrait entrer dans les détails, mais ça nous mènerait tout loin, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les phénomènes de petite hantise, qui sont les poltergeists, ces phénomènes de bruit, de déplacement d'objets qui peuvent se trouver. Puis il y a probablement des phénomènes aussi de beaucoup plus qui sont décrits dans la littérature, que je n'ai pas rencontrés moi, Oui. qui sont des phénomènes de grande hantise, c'est-à-dire avec des choses qui pourraient se produire dans les maisons, peut-être indépendamment, comme si les murs avaient une mémoire, mais ça, je m'aventure dans quelque chose que je ne connais pas. Oui. Mais dans Oui, les cas oui. que j'ai rencontrés moi, ce sont effectivement des cas qui sont dits des cas de poltergeist et qui sont toujours sur ce schéma-là. D'ailleurs, cette famille Le Merle est une espèce de schéma de famille. On pourrait dire que c'est une famille modèle. C'est sur ce modèle-là que fonctionnent toutes les familles à poltergeist que j'ai rencontrées. Oui. On pourrait dire que c'est un modèle princeps. Ah oui, c'est vraiment le C'est modèle type, quoi. C'est le modèle type. D'accord. C'est exactement ça. C'est-à-dire j'ai retiré deux ou trois petites choses pour bien entendu, mais c'est le modèle type des familles à poltergeist. Ouais. Et alors, pour conclure, parce qu'il nous reste plus que 7 petites minutes, même pas, moins l'indicatif, 5-6 minutes, Djawar Ahmed. Vous l'avez dit tout à fait au départ, j'aimerais qu'on conclue là-dessus. Pourquoi est-ce que en laboratoire, on ne réussit pas à reproduire des phénomènes paranormaux, d'après vous? Eh bien, j'ai parlé tout à l'heure de la croyance, des inquiétudes inconscientes. Alors, bien entendu, je parle de ma place de psy, il faut bien dire, de ma place de psychanalyste. Oui. Donc, je pense que les craintes, les angoisses inconscientes que ces phénomènes-là puissent être reproductibles, mais de façon évidente, doivent empêcher. En outre, le cadre lui-même, le cadre de la démarche dite scientifique, c'est quelque chose qui évite, qui aseptise ces phénomènes-là, qui ont besoin on pourrait dire que c'est des phénomènes qui se déroulent de façon en macrovoltage dans la vie réelle, alors qu'ils pourraient se dérouler en microvoltage en laboratoire. Donc, cette angoisse que l'on rencontre, d'ailleurs, que l'on rencontre très souvent, qui est une angoisse, encore une fois, des angoisses qu'on appelle des angoisses archaïques, c'est-à-dire des angoisses qui nous renvoient aux angoisses que l'on pouvait éprouver tout petit bébé, ces angoisses d'abandon, ces angoisses que l'on connaît, qui sont une étape d'évolution naturelle, on les retrouve chez les parapsychologues, puisqu'ils travaillent sur cette chose-là qui consiste à dire, je vais voir si je peux, par cette expérience, démontrer que les psychés, le moi et le non-moi peuvent être levés. Alors à ce sujet, là, il y a l'histoire que raconte un chercheur psychologue qui s'appelle Charles Tart. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais qui est donc cette histoire où il a proposé une expérience pour montrer comment les parapsychologues avaient très peur. Donc c'est une assemblée de parapsychologues extraordinairement connus qui ont passé la majeure partie de leur vie à chercher à faire des expériences en labo pour démontrer l'existence du psy. Oui. Et à qui il a dit un jour, à la fin d'une conférence, donc c'était vraiment le lieu pour faire ce type d'expérience. Il leur dit, est-ce que vous voulez faire une expérience de croyance? Parce que lui se disait, mais c'est bizarre, j'ai très très peur de la réalité de ces phénomènes paranormaux. Est-ce que tout le monde a peur ou il n'y a que moi? Donc il décide de faire une expérience, il leur propose de faire une expérience de croyance, de croire pendant 10 minutes, mais très fortement à ce qu'il allait dire. Une fois qu'il a obtenu leur assentiment, il leur propose, il leur dit, voilà, j'ai découvert un produit qui s'appelle la télépatine. Et quand on a absorbé de la télépatine, on peut, à 100 mètres à la ronde, percevoir tout ce qui se passe chez les autres, et que les autres perçoivent tout ce qui se passe chez nous. Qui veut de la télépathie? Je vous rappelle que c'était une assemblée de parapsychologues éminents. Ah oui. Aucune main ne se lève. Et il hurle, qui veut de la télépathie? Aucune main ne se lève. Et même, il se rend compte que tout à coup, il y avait des conduites d'évitement. Ils se sont mis à parler entre eux, à essayer de se raconter des histoires. Oui. Il a hurlé, qui veut de la télépathie? Aucune main ne s'est levée. Pourtant, c'était un jeu. Donc tout ça pour dire que quand on est du côté de la psychanalyse, de la psychothérapie, et qu'on sait comment fonctionne l'être humain, c'est vrai et qu'on sait que derrière le rideau, comme vous disiez tout à l'heure,
eh bien c'est vrai qu'on se rend compte que même si on en a très envie, prendre conscience de la réalité des phénomènes paranormaux et de ce que ça implique, et que d'ailleurs les réalisateurs de cinéma connaissent bien, puisqu'ils fondent un certain nombre de films sur ces angoisses archaïques, La Nuit des Morts Vivants, Rosemary Baby. Oui. Finalement, tout à coup, ce monde oui. sur lequel je crois m'appuyer n'est plus du tout le bon, n'est plus du tout celui-là, donc il y a des choses en dessous qui sont en train d'apparaître. Eh bien, ce monde-là, quand on a la possibilité d'accéder à ce monde-là, eh bien, ça éveille des angoisses dites archaïques vis-à-vis desquelles on ne peut que se protéger. Merci en tout cas, Djohar Sy Ahmed, de nous avoir accompagnés durant ces 2 belles heures. Je rappelle le titre de votre livre, donc, Comment penser le paranormal, aux éditions de l'Harmattan. Écoutez, à très bientôt, j'espère. Merci à vous, à bientôt. C'était un plaisir de discuter avec vous. Bonne fin de soirée. Merci à vous. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Notre émission se termine. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à partir de 22h jusqu'à minuit avec un sujet qui n'est pas très loin d'un des sujets que nous avons abordés ce soir. On va parler des lieux hantés en France et plus particulièrement dans notre région à travers un magnifique livre qui vient d'être publié qui s'appelle La France hantée. C'est un très beau livre qui peut être d'ailleurs l'idée d'un très joli cadeau pour Noël qui arrive à grands pas. Si vous-même vous avez habité ou vous habitez encore dans une maison hantée, évidemment je vous invite à nous appeler au 0826 300 300, à nous laisser vos coordonnées sur le répondeur des aventuriers de l'étrange pour que nous puissions vous contacter. La France hantée, donc, demain, dans les aventuriers de l'étrange. Vous pouvez également nous contacter par mail. C'est étrange@sudradio.fr, étrange au singulier, @sudradio en un seul mot.fr. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad qui était au standard, Pierre Massias qui me donne un coup de main pour la construire. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve demain dimanche à partir de 22h. Passez une très bonne nuit à l'écoute des rediffs, comme on dit dans notre jargon, des émissions de Sud Radio. À demain.